Vous voulez partir votre propre podcast ou vous voulez amener celui que vous avez déjà à un autre niveau? Ça tombe bien, on loue le Studio SF, ce merveilleux studio dans lequel je suis présentement et dans lequel également on enregistre le Sans Filtre podcast parmi tant d'autres. La plupart du temps, ce qui empêche les gens de sauter dans l'univers du podcast qui est en croissance constante, c'est le manque de connaissances techniques et aussi le manque de matériel. Qu'à cela ne tienne, dans le Studio SF, on loue le studio avec tout le matériel, donc tous les micros, tous les caméras si vous voulez faire une version vidéo de votre podcast. Et ça vient aussi avec notre technicien extraordinaire, Nicole. Nicole qui va vous guider dans votre projet. Puis c'est probablement la personne au Québec qui écoute le plus de balados indépendants parce qu'il est derrière la console sur tous les balados qu'on enregistre au Studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sansfiltrepodcast@gmail.com. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi Doom Plante. Oh yeah! Cette semaine, le Sans Filtre est présenté par notre page Patreon. Notre page Patreon, en fait, vous allez là, vous abonner, ça coûte 3$. Vous avez accès à tous les podcasts au moment qu'on les a filmés. Donc, en ce moment, il y a plein de podcasts exclusifs qui sont là-dessus. On fait aussi des podcasts exclusifs aux membres Patreon, Doom et moi, seuls. On va en refaire un prochainement, justement. Fait que si vous voulez aller avoir accès à tout ça, le lien va être dans la description de la vidéo. Puis c'est aussi la meilleure façon de nous encourager. Dom, cette semaine, on a reçu Mathieu Dufour. Soit vous le connaissez déjà, puis vous le suivez sur Instagram, puis vous capotez dessus, ou vous le connaissez pas encore, puis c'est juste une question de temps. Ce gars-là a un don. Il a littéralement un don, je pense, pour parler, pour raconter des anecdotes, pour être drôle. C'est un humoriste. Il vend ses spectacles à une vitesse absolument inimaginable. Il va faire le Théâtre Maisonneuve, c'est ça? non, c'est Wilfred Pelletier. Wilfred Pelletier, qui a sold out 3000 places. Il est vraiment hilarant sur les réseaux sociaux. Il fait des stories. Il est C'est drôle. un compte à suivre. Là. C'est vraiment un compte à suivre. Là. C'est tout le temps vraiment drôle, divertissant. Puis le gars, c'est ça, il est venu ici, puis il a été fidèle à lui-même. Il a été drôle. Il nous a raconté plein de sortes d'affaires. Puis il nous a raconté aussi comment il s'est rendu là, d'où ça vient, ce talent-là, puis tout ça. Puis c'était pas mal le fun. Fait que, merci Mathieu, puis bon podcast. Yes, bonne écoute. Salut, man. Allô? Salut, Merci. comment ça va? Ça va bien, on dirait que je suis en entrevue. On dirait que je veux avoir une job, vous êtes les deux patrons, vous êtes comme OK, parfait, mon CV. C'est quoi ton pire défaut? Puis dis pas, je suis trop ponctuel. OK, mais en fait, c'est que je suis perfectionniste, donc Ouais, ça, c'est mon pire défaut. Ça fait en sorte que, je veux que tout soit bien fait. Puis, Je pense que je suis un bon atout à votre entreprise. qu'est-ce que tu penses que tu pourrais apporter à notre entreprise, mettons? Ma joie de vivre, mon savoir-faire, je me retrouve dans des entrevues de job que j'ai déjà faites, là, puis j'ai le goût de me... T'en as-tu fait beaucoup? Moi, j'ai heureusement pas fait beaucoup d'entrevues. J'en ai mais fait c'est la une. pire situation. J'en ai fait une, j'en ai pas fait beaucoup. Mais puis ouais, c'est ça, non, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est tellement gênant là, tu sais là, un petit adolescent prépubère qui a pas vraiment de confiance qui arrive, qui est comme allô, je suis ponctuel, oh non, c'est terrible. Puis le pire en plus là, moi de mes expériences là, j'ai eu peut-être 4 entrevues pour des jobs. Puis c'est que la personne qui te passe en entrevue a maximum 5 ans de plus que toi. Ouais. Puis Mais il y a une espèce de jeu de pouvoir vraiment chiant où est-ce une que toi attitude de t'arrives, c'est CEO comme, là. mais là, toi, t'es juste gérant, là, puis tu me fais me sentir comme si j'étais la pire merde parce que j'ai pas d'expérience dans Ouais. le domaine de la vente, mais je veux juste travailler chez HMV. Là, tu sais. C'est ça. Le gars il est comme moi, je suis troisième clé, watch out. Là, Ouais, t'es comme, c'est ça. Tu peux fermer le magasin, genre Charles. Calme-toi. La clé de la grille, là, genre. C'est ça, pour Calme. vrai. Hey, ça fait longtemps que j'avais pas pensé à ces histoires-là. Mais je pense que c'est bon, on laisse ça dans le passé. Oh, ouais. Ah. mais sinon, tu travailles bien en équipe. Puis, Ouais, je travaille bien en équipe. Ouais. Mathieu, ça va bien tes affaires. Oui, ça va bien. Ça va Tu bien. vends tes billets à un rythme genre tu jamais vu. Là.
Ouais. Comme ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais même moi, je réalise parce que ça fait une couple de fois que ça arrive, puis mais à toutes les fois, c'est un peu fou, puis je réalise comme pas tant, en fait. Tu sais, le prochain show qui s'en vient, c'est à la salle Wilfrid Pelletier. 3000 places. 3000 places. Incroyable. Puis c'est ça s'est comme fait un peu. C'est tout le temps des. C'est pas des TEPA games, je te dirais, mais c'est tout le temps des comme. OK, c'est quoi la prochaine étape? T'sais, on a commencé avec des petites salles, après ça, on a fait le Club Soda, on a fait le Capitole à Québec. Ouais. Puis là, on a décidé de faire Wilfrid Pelletier, mais tu sais, mon équipe m'a proposé ça, puis il était comme, hey, ça pourrait être ça ta prochaine affaire. Puis j'étais comme, mais genre, êtes-vous débile ou quoi, là, genre, tu sais, rationnellement, moi, j'étais comme, vous êtes une petite gang de genre de mongols, là, je veux dire, ça se peut pas, là, tu sais, personne fait un show là, solo, surtout pas quand ça fait comme 2 ans et demi qu'il était sorti de l'École nationale de l'humour, là, je veux dire, c'est un peu fou. Puis, fait que c'est ça, je le fais tout le temps un peu de comme, OK, on embarque, puis je me dis tout le temps, le pire qui va arriver, au pire, il y aura genre 10 personnes dans la salle, puis genre, on jouera ça sera un show intime dans une grosse salle, on jouera en cachette, je sais pas. Monopoly, là. 10 personnes, 2990 places vides. Oui, puis genre, on fera imprimer des... Puis ils sont pas s'arranger en avant, là. Ils ont leur siège à signer, là. Il y a 3 balcons, un au dernier. Tu vois qu'il y en a un qui a pris le prix le moins cher, là. Il est en haut. Il y en a qui est cheap ici. On fait pas de surclassement, même si la salle est vide. Genre, assume ta classe sociale, mon homme. Derrière un pilier, là. Oui, mais c'est ça, mais ça va vite, mais c'est full excitant. Je suis vraiment content, je suis reconnaissant de ça, mais c'est comme nouveau aussi, tu sais, fait que c'est pas de quoi que je prends pour acquis, mettons. Wow. Puis t'as-tu l'espèce de sentiment de te dire, mettons, OK, non, là c'est là que je suis dévoilé au public comme une fraude, là. Tu sais, mettons, à chaque fois que tu grossis le truc de faire, OK, non, là c'est là, je vais frapper le bout où est-ce que le monde ne viendra pas. Puis là, OK, non, mais là c'est là. Puis OK, non, pas encore. Puis là c'est là. Puis... Ben, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Parce que ce qui est bizarre, en fait, c'est que de la manière que j'ai fonctionné à faire des shows puis à remplir mes salles, c'est que ça a tout le temps été jusqu'à présent des... Puis tu sais, j'ai l'air de la pire marde à dire ça, puis c'est prétentieux, mais ça a tout le temps été des sold out. Non, mais c'est ça, exact. Des complets un peu dans des temps records. Ouais, c'est ça. Mais il est sold out, le prochain? Oui, il est sold out aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça a tout le temps été ça, fait que dans le fond, c'est ça qu'à chaque fois que... J'essaie de faire une réponse qui fait du sens, mais... Mettons, je peux préciser ma question. Là. Mettons, quand tu grossis la place, tu dis, OK, là, mettons, dans ta tête, est-ce que tu as une petite voix qui te dit... la place d'avant, là, c'était plein de capacité, puis ça grossit pas plus que ça, là, tu sais. Non, j'ai le goût quand même de faire des affaires, tu sais, plus grosses, mais en fait, c'est qu'il faut juste pas que je me mette de la pression, tu sais, parce que c'est un peu anormal ce que je vis, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut pas que faut pas que ça soit un standard de, à chaque fois que j'annonce une nouvelle affaire qui est plus grosse, que je me dise que ça va être sold out, admettons, parce que je vais être déçu, en fait, tu sais. Fait que je me mets ça, mais... Pour vrai, c'est quand même de quoi qui est fucké dans la game mentale, là, est quand même bizarre, tu sais, quand on a annoncé Wilfrid Pelletier. T'sais, habituellement, les gens annoncent un show, puis je veux dire, sont chez eux, ou ils font pas d'événement spécial quand ils annoncent. T'sais, la mise en vente, c'est juste, OK, les billets sont en vente, le show est dans 7 mois, c'est chill. Mais là, pour la première fois, juste pour rire, j'étais dans la billetterie. Toute l'équipe de la billetterie était là en temps réel. On avait les rapports de vente en temps réel parce qu'ils s'attendaient à ce que ça soit rapide. Fait que, là, moi, c'est sûr que ça me mène genre pas une pression, mais j'étais un peu genre, comme là, on est rendu à combien, là, j'ai comme un peu, c'est ça, ça a créé un précédent de comme j'aime ça quand ça se remplit rapidement, mais c'est quoi que je me rapporte très terre à terre, puis je me dis, pour vrai, c'est pas stressant. Je m'enlève de la pression beaucoup, puis avec mon équipe, on rationalise ça en se disant, hey, ça va aller comme ça va aller, puis c'est pas stressant, tu sais. Mon but quand j'annonce une salle, c'est pas que ça soit sold out le plus rapidement possible. C'est pas rendu comme un trademark que je me dis. Un challenge. C'est ça, moi je suis sold out. Hey, les chums, genre, mon show va pas s'appeler genre sold out, bitch. Ça serait drôle en crise, par exemple. Imagine. Mathieu sold out du four. Là. Oui, mais il y a 2 gars avec qui j'ai fait l'École nationale de l'humour, Pierre-Yvroy Desmarais et Samuel Boisvert, qui ont appelé à un moment donné, ils ont fait un show ensemble, puis ils ont appelé ça sold out, puis les gens achetaient pas de billets parce qu'ils pensaient que c'était sold out. Tu comprends? Fait que c'est tricky, là. Mais c'est une bonne idée, c'est super drôle, mais c'est ça peut jouer. Ça peut revenir contre toi. Puis c'est en combien de temps, ce show-là? C'est le 18 juillet. OK, là, fait puis toi, dans le fond, tu fais quoi d'ici là, dans le sens que, en plus, tes shows sont improvisés, là. Ouais. J'imagine que tu te prépares plus un peu parce que c'est gros, mais en même temps... En même temps, pas tant que ça. Tu sais, dans le fond, les seules affaires, la seule différence avec ce show-là, c'est que vu que c'est dans un contexte plus gros, là, vu que ça a fait parler beaucoup, puis vu que c'est plus gros, je vais pas changer la manière
que je vais être sur scène, c'est-à-dire que je vais quand même improviser, je vais quand même y aller sur le fly, sans préparation, tu sais, je vais comme me faire des idées dans ma tête. Je commence à noter, tu sais, quand je pense à des anecdotes drôles qui me sont arrivées dans le passé, que j'ai jamais compté sur scène, mais j'ai comme un feeling quand je pense à une anecdote de ça va-tu marcher ou ça va pas marcher, mettons. Fait qu'il y a des anecdotes que je repense où, tu sais, je parle avec des amis, ma famille, puis là, il y a une anecdote qui revient sur le sujet, puis là, je suis comme, ça, c'est fucking drôle, puis je l'ai jamais compté sur scène. Fait que j'ai une note dans mon ciel qui s'appelle genre Wilfrid Sold Out. Puis genre, j'écris des idées d'anecdotes que ça me tente de compter dedans, tu sais. Parce que c'est ça. Fait que des nouvelles affaires que j'ai jamais comptées. Fait que ça, je note ça. Mais tu sais, je vais plus travailler l'ouverture du show. Puis, mettons, la fermeture du show. Tu sais, ça, je vais me permettre d'aller dans quoi de plus stagé, puis de quoi de plus comme grandiose, parce que ça va être la plus grosse salle que je vais avoir faite à vie. Puis c'est comme un peu genre, tu sais, moi, je trouve ça important. J'étais un gars de. Pas de superstition, là, mais tu sais, je me dis, c'est une grosse salle, c'est de quoi de big. Fait qu'il faut que le début, il faut stepper up. Ouais. Fait que je vais me la jouer un peu à. J'ai déjà des idées dans ma tête, je vais me la jouer un peu à genre Céline Dion au Centre Bell. Genre. Mais tu sais, tous les jeux au Centre Bell qu'on est allé voir dans notre vie, tu sais, quand il y a le black au début, puis que genre, il y a comme soit une vidéo d'ouverture ou genre, tu sais, de quoi un peu un build-up d'énergie, là. Je vais essayer de faire ça. Tu sais, j'ai le goût de faire ça. Mais à suivre, ça se fait finalement, ça soit crissement boboche, puis que ça soit vraiment laid. Mais c'est ça, je vais comme travailler plus, genre, le contenant, mais le contenu va être assez imposé. Tu vas t'avoir un DJ qui va craquer comme la foule avant de rentrer, genre? Ouais, j'aimerais ça aussi avant. Mais avant toutes mes shows, c'est tout le temps ça que ça commence. J'aime ça, tu sais, quand les gens rentrent dans la salle, que tout de suite, ça soit comme un peu ambiance, le fun spectacle. Là. Fait, tu sais, je me crains tout le temps des playlists de genre 2000 smash hits, genre avec du Destiny's Child. Du Smash Mouth. Oui, c'est ça. Moi, je veux des mosh pits, moi, avant que le monde... Tout ce que Smash. C'est ça. C'est ça. Mais oui, c'est ça. On joue Smash Bros. Puis tout le monde a une manette, c'est un écran géant, c'est débile. Mais ouais, c'est ça. Fait que je vais miser vraiment comme ambiance. Je veux que le monde ait du fun. Puis les gens sont... Il y a de quoi... Dans le fait que ça soit sold out d'avance de même, puis tout, il y a de quoi dans l'énergie des gens qui viennent, mettons, il y a de quoi de vraiment le fun, là. Parce que les gens sont comme, oh shit, genre, j'ai réussi à avoir des billets. Ouais. Genre, les gens ont hâte, là, les gens ont acheté leurs billets 7 mois d'avance, là. Ouais. Fait que les gens arrivent là, tu sais, je me fais écrire tout le temps sur les réseaux sociaux de hey, j'ai tellement hâte au 18 juillet, oh mon Dieu, j'en sais pour la fête de ma soeur, j'ai réussi à avoir des billets. Non. Il y a comme un build-up. 220 jours avant ton show, j'ai tellement hâte. Oui, c'est ça. 220 chaque jour. Ils se sont fait avec l'application qui font des décomptes là, pour le monde qui part dans le sud, c'est un peu cheap. En tout cas. Fait que c'est ça, fait qu'il y a de quoi dans l'énergie que j'aime ça jouer avec ça. Les gens sont contents d'être là. Fait que je veux comme qu'il y ait du fun puis que ça soit mémorable. Ouais. D'ailleurs, tu te rappelles-tu, on a notre show de secondaire 5. On avait fait un show avec un band qui s'appelait Dark Side of the Pool. On était juste des nageurs, puis on faisait de la musique. Puis on avait commencé notre show avec la toune de 2001, l'Odyssée de l'espace. Tu sais, l'espèce de Ouais, là, tout était noir, puis là, on est juste rentré. On est rentré en héros sur la scène. Là, on a commencé à jouer Shoot Me All Night Long. On savait pas jouer à moitié. Ouais, c'est ça. Mais vous avez quand même fait un maudit beau build-up de genre, c'est sûr que le monde était comme, OK, oh shit, là, c'est gros ce qui se passe. C'est sûr. Puis en fait, c'est juste comme ces gars-là. C'est juste correct. C'est juste Dark Side of the Pool. Je pense que PH était en chest, peut-être pour ça qu'il criait aussi. Moi, j'étais en chest, ouais. C'est disponible sur YouTube, ces vidéos-là. Non! Allez checker ça. C'est vrai? Ouais, Dark Side of the Pool, ouais. C'est sûr que je vais aller voir ça. Je fais une fausse note dans Smell Like Teen Spirit. Ouais. Tu sais, genre... Tu sais, les petits tintons dans... Ouais. Ben, j'ai fait comme une case à côté, sa guitare, là. Fait que c'était beau, là. Ça sonnait tout croche. C'est vraiment le seul son qu'il y a pendant cette section-là. C'est vraiment important la part, là. Puis là, c'est comme... You had one job. C'est ça. Non, mais ça fait une belle anecdote, ça fait des belles archives, j'adore. Je vais aller voir ça, c'est sûr. Pour mon show d'humour, je vais garder cette anecdote. D'ailleurs, mais là, tu vas raconter ça. Tu parlais de Centre Bell après Wilfrid Pelletier, c'est comme le next step, là? Ben en fait, ouais, c'est ça, tout le monde me pose cette question-là, genre qu'est-ce que tu vas faire après, mais pour vrai, Wilfrid, ça a été genre pour tout de suite, là, je suis content, là, genre ça me va, là, tu comprends? Je vais pas... C'est pas un build-up de salle en grosseur puis en nombre de capacités, là. Tu sais, pour la suite, c'est niaiseux, mais j'ai comme le goût aussi de refaire des affaires un peu... pas intimes, là, mais genre des trucs... tu sais, comme là, j'ai annoncé, en avril, j'ai annoncé comme 4 shows cachés pour me préparer justement... Pour me préparer à Wilfrid Pelletier, parce que comment je travaille, comment je décide les anecdotes que je fais, c'est vraiment pas conventionnel, mettons en humour. Là. Un humoriste qui va monter un show puis qui va le présenter, mettons, pendant 2 ans, ben tu le sais que si tu vas voir ce show-là pendant 2 ans, tu vas pas revoir. C'est comme annoncer que tu peux. Tu t'attends qu'il ressorte un autre show avant d'aller le voir. Mais moi, comment ça fonctionne, c'est un peu fucké, c'est que les gens, il y a des gens qui sont venus me voir, mettons, 5 fois dans la dernière année. On peut venir te voir à toutes les fois, puis ça a tout le temps. Exactement.
Puis il y a des gens qui sont venus me voir 5 fois dans la dernière année, mais il y a des gens ça va être la première fois qu'ils vont venir me voir à Wilfrid Pelletier. Fait que, exemple, l'anecdote, admettons, une anecdote que je compte souvent, mettons, qui marche super bien, que moi j'aime compter, ben tu sais, il y a peut-être des gens qui l'ont entendu, mettons, 3-4 fois dans la dernière année. Je la raconterais à Wilfrid, puis ça serait différent, puis les gens, ça ne dérangerait pas. Mais moi, j'ai comme un souci j'ai le goût que les gens aient un comme de renouveau, puis tu sais, qu'il y ait de quoi de différent. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'en avril, je fais 4 shows de 1 heure au Terminal Comedy Club, puis ça va être 4 nouvelles heures totales. Dans le fond, je me donne le défi de faire rien de ce que j'ai déjà fait sur scène. Fait que là, je suis en train de fouiller justement dans mes anecdotes puis dans ma tête, des affaires qui me sont arrivées. Fait que c'est ça. Fait que j'ai annoncé, c'est 100 personnes, là, la capacité de cette salle-là. Okay. J'ai vraiment hâte parce que je pense que ça va être comme plus intime puis cool. Fait qu'après Wilfrid, genre, je vais pas annoncer une autre plus grosse salle pour tout de suite. Je vais attendre. T'sais, c'est sûr que ça va venir. Une autre tu pourrais. Oui, puis c'est sûr que ça va venir. Puis c'est sûr que je vais le faire parce que juste pour le trip de le faire. Là. Je veux dire, c'est débile de se permettre de faire de quoi de gros. Là, pour le trip personnel aussi, c'est fou de jouer devant des foules de pas de bon sens. Mais pour l'instant, je ne veux pas annoncer de quoi de plus gros. Je veux comme me reconcentrer pour faire des petites affaires un peu genre improvisées, puis des concepts un peu... Retourner aux sources un petit peu. Ouais, exact. N'empêche, si tu remplis 7 mois d'avance cette salle-là, un Centre Bell avec la promo et tout ça, tu vas réussir à vendre tes billets, sans doute. Là. Mais là, je veux pas te craquer. Non, là, mais oui, mais... ouais, t'as raison, go! OK, je suis comme, OK, parfait, c'est en vente. Mais... Ouais, mais t'as raison. Mais ça te tente pas là. C'est ça me tente pas là. Puis, mais ça va venir. Je pense que ça va venir, certain. Tu sais, moi, je suis un gars qui aime ça, faire de la visualisation. Puis, je suis un gars très dans le subconscient. Puis, je suis vraiment très intense là-dedans. Je trouve ça très cool. Puis, j'ai déjà une date à mon agenda c'est écrit Centre Bell. Oh shit. Tu comprends? Fait que genre, ça va arriver. C'est sûr et certain que je vais faire le Centre Bell. Mais je sais pas quand. Ben, je le sais, en fait, mais pas vous. Tu fais-tu des 5 minutes à gauche à droite à longueur de semaine ou tu fais pas vraiment ça? Non, c'est ça. Je fais pas de soirée d'humour. OK. Parce que, ben, tu sais, dans le fond, la soirée d'humour, c'est vraiment une méthode de travailler pour les humoristes qui écrivent leurs textes, puis qui écrivent leurs blagues, c'est que ça leur permet d'aller tester, puis d'aller comme essayer leur joke devant comme plein de public. Mais moi, quand je suis en performance ou quand je fais un show, c'est vraiment, ce que j'aime, c'est des fois de compter de quoi pour la première fois, puis d'être un peu, tu sais, dans le moment présent avec le public. Fait que d'aller faire un show, en plus, 5 minutes, c'est pas beaucoup pour moi parce que, genre, tu sais, moi, je fais des anecdotes. Fait que, tu sais, ça prend du temps. Tu sais, des fois, je peux commencer, tu sais, mettons, sur un show d'1 heure, je peux faire 20 minutes de parler de ma semaine, parler de ma journée, puis après ça, enclencher sur des affaires, tu sais, plus que j'ai décidé de faire cette soirée-là. Fait que, tu sais, un 5 minutes, c'est un format qui me ressemble moins, en fait. C'est un format qui est plus, faut qu'il soit très condensé, qu'il soit, tu sais, très punché, de comme, tu sais, t'as 5 minutes pour. Fait que je fais pas vraiment ça. Je fais pas de soirée d'humour. Tu sais, je me fais des fois écrire pour aller dans telle ou telle soirée, mais je fais pas vraiment ça. Parce que on dirait que ça m'angoisse plus que d'autres choses parce que j'ai pas à aller tester des affaires. Fait que quand j'y vais, il faut que je choisisse de quoi que j'ai déjà fait. Puis c'est pas long. On dirait que j'ai l'impression d'être très dépêché. Fait qu'on dirait que non, j'en fais pas. T'as une façon de travailler qui est vraiment unique, là. Puis j'essaie de la... J'aimerais ça la comprendre, en fait. Moi, j'écrivais des contes pour enfants une couple d'années. Puis j'avais une technique qui fonctionnait bien. C'est-à-dire que je partais avec juste une idée globale, puis j'avais une espèce de schéma dans ma tête qui se dessinait, qui me permettait d'écrire une histoire, somme toute, assez rapidement, puis de façon vraiment efficace. Ouais. Est-ce que tu as un genre de schéma sans qu'il soit nommé aussi clairement que ça dans ta tête de, mettons, situation initiale, d'événement déclencheur, tout ça? Est-ce que tu as comme un espèce de schéma qui te permet de vivre une histoire, une anecdote qui se passe dans ta vie, puis de dire, OK, comment maintenant est-ce que cette histoire-là, cette anecdote-là, prise en tant que telle, peut s'articuler dans un contexte humoristique? Est-ce que tu as une espèce de schéma sans peut-être que tu l'aies déjà nommé, mais quelque chose qui existe dans ta tête qui est comme, OK, ça, c'est comme ça que je raconte une histoire pour que ce soit drôle. Qu'est-ce qui fait que ça peut être drôle? Puis est-ce que tu es capable de l'extraire ou quelque chose comme ça? Là? C'est full une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Mais j'ai pas de schéma en tant que tel. Comment, mettons, je me fie pour savoir, tu sais, si c'est une anecdote, tu sais, je vais la compter ou si je vais... C'est bizarre, mais c'est vraiment comme un feeling. C'est vraiment genre un feeling que j'ai quand je suis en train de vivre de quoi ou quand je raconte une anecdote. C'est vraiment comme... Moi, mon fil conducteur dans la vie, c'est comme si moi, ça me fait rire. Ouais. C'est un bon indicateur pour savoir si genre, je vais le compter sur scène ou si ça va être drôle. Fait que c'est pas mal ça, en fait. Fait que puis je le compte vraiment. Tu sais, sur scène, la manière de le compter, c'est vraiment, je le compte
je le synthétise pour aller à l'essentiel, tu sais, dans le sens que, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là d'aller à l'essentiel en contant une histoire. On connaît tout du monde que, tu sais, quand, mettons, il s'enligne sur une anecdote, t'es comme, oh, sacrement, genre, on n'est pas sorti de site. Tu sais, c'est long, puis genre, tu te perds, tu sais, rentre dans des branches. Ah non, j'ai oublié de dire que j'ai oublié, tu sais, tu comprends? Mais tu sais, ça, Il n'y a rien de pire que j'ai. Ah oui, j'avais oublié de dire. Non, là, c'est pas vrai, mais là, tu m'as fait. C'est l'information importante pour que ça soit drôle, tu sais. Oui, exact. Mais il arrive au bout de l'histoire, puis là. puis là, t'es comme, Ça marchera pas. J'avais oublié de dire qu'il y avait aussi une autre personne qui était là. Mais exactement. Puis tu sais, ça, c'est pas donné à tout le monde, mais ça, moi, dans la vie, c'est une de mes forces de savoir, genre, c'est quoi les éléments que j'enregistre en ligne pour aller directement, pour que tu comprennes, puis que tu trouves ça drôle, puis tu me suives. Tu sais, on appelle ça des, tu sais, souvent, soit des référents ou, tu sais, embarquer le plus de gens possible, donner une image claire. Moi, je suis un gars qui donne beaucoup d'images. Tu sais, je donne beaucoup. Genre, quand tu t'écoutes mes shows, puis tout, t'es genre, ben, voyons donc, parce que c'est souvent, je vais dans des métaphores ou ben mais je pense souvent à ça, tu sais, un exemple qui me vient en tête, tu sais, à un moment donné, je sais pas trop, à l'école de l'humour, j'avais écrit une joke à un moment donné, puis j'avais dit que j'étais allé patiner, tu sais, puis moi dans la vie, genre, je suis grand, je fais 6 pieds 4, puis genre, je suis pas vraiment sportif, puis genre, j'étais un peu genre tout croche, là. Puis j'avais dit que j'étais allé patiner, puis là, j'étais comme, tu sais, mon ami m'avait dit que le patin, c'était comme le vélo. Genre, tu sais, ça se perd pas. J'étais comme, ça se perd. Parce que, genre, j'étais allé patiner, puis genre, j'avais dit, j'avais l'air d'un bébé ornial qui essaie de se tenir debout dans un champ de beurre. Tu sais, c'était ça l'image qui m'était venue en tête. Mais moi, pour vrai, est-ce que tu avais pensé à cette image-là avant le moment où est-ce qu'elle sorte de ta bouche, mettons? Non, c'est ça c'est comme venu. C'est venu. C'est ça qui est tellement spécifique. mais vraiment, vraiment. Puis c'est pour ça que le monde sont comme, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, fait que souvent. C'est ça. J'ai comme plein d'images dans ma tête. J'ai une grande imagination. Puis j'ai une répartie quand même assez forte. Là. C'est ça ma force dans la vie. Ça me vient rapidement. J'ai fait beaucoup d'impro. J'aime ça. Même moi, des fois, je me surprends. C'est ça qui est drôle, en fait. Ouais. Pourquoi j'improvise sur scène puis pourquoi j'ai pas de filet ou de... Parce que ça, mettons, à l'école de l'humour, j'écrivais mes textes. On n'avait pas le choix. Puis j'aimais ça quand même faire l'exercice. J'écrivais mes textes, mais on dirait qu'une fois que c'était écrit, ben là, c'était figé. Tu comprends? C'était ça. Ouais. C'était ça. On dirait que l'image ne pouvait pas aller plus loin, la joke ne pouvait pas aller plus loin. J'arrivais, je le livrais sur scène, puis c'était ce que j'avais pensé genre 2 jours avant, mettons. Tandis que quand j'improvise sur scène, l'image se fait dans ma tête, puis il y a des mots qui me viennent en bouche, puis qui sortent, puis qui même moi me surprennent. Tu comprends? J'ai dit ça, je tombe bien drôle. Mais pour vrai, je tombe bien bon. Mais pour vrai, c'est ça. Je me fais rire sur scène des fois, là. Genre, je dis de quoi, le monde rit, puis là, je réalise que j'ai dit ça, puis je suis comme, ben voyons donc, tabarnak, ça se peut pas. Puis je ris de moi, tu comprends? Fait que c'est pour ça que quand les gens viennent me voir en show, c'est très... Genre, on vit de quoi, là? C'est unique ce qui se passe en ce moment, là, parce qu'il y a des affaires que je vais dire sur scène que c'est la première fois que je dis, puis c'est la dernière fois que je vais dire aussi. Parce que... Genre, je dis tellement de marde pendant un show d'1 heure, 1 heure et demie, que genre, je prends même pas... Tu sais, le monde sont comme, enregistre-toi, note les affaires pour te monter un show. Je suis comme, ben non. Je trouve que c'est ça qui fait la beauté. De la marde, genre, il va en sortir de ma tête, là, tout le temps, genre à l'infini. J'ai déjà fait le test, là, je peux parler pendant 4 heures puis dire, genre, c'est pas ça qui me manque, là, c'est une ressource inépuisable. Fait que j'aime ça, laisser ça, je laisse ça à l'avenir. On verra. Là, je le dis, puis demain, je dirai d'autres choses. Fait que c'est vraiment ça que j'aime. Tu te réécoutes jamais? Non, je me réécoute pas, mais j'ai comme un rot depuis tantôt. C'est drôle comment, à quel point... OK, il est repassé, mais ça se peut qu'il revienne tantôt. Désolé, tout le monde. Mais c'est fascinant à quel point c'est l'inverse de la méthode de travail de tous les humoristes. Ouais. C'est ça qui est fou. Ouais. Tu fais pas de rodage dans les bars tout le temps, t'écris rien, puis je me réécoute pas. Mais c'est ça, puis c'est pour ça que, tu sais, à force d'en parler, j'apprends aussi un peu à comprendre comment je travaille, parce que je veux dire, ça fait pas énormément de temps que je fais ça, là. Le show à Wilfrid Pelletier, là, ça va être, je pense, mon 15e show à vie, genre. Ouais. Tu sais, incroyable. Fait que c'est quand même une estime d'ascension qui n'a pas de bon sens. Même moi, quand je relativise, puis genre... Mais c'est pour ça qu'il faut pas que je compare, je pense. C'est pour ça qu'il faut pas que j'essaie de... Au début, je comparais énormément. T'sais, en sortant de l'école, même pendant que j'étais à l'école, je me comparais. J'étais comme, OK, ça fonctionne de même. Les gens, faut qu'ils fassent ça. Faut qu'ils aillent dans des bars. Faut qu'ils fassent ça. Faut qu'il y ait un 10 minutes de bon. Après ça, un 15, un 30 minutes. Puis là, quand ils ont leurs 30 minutes de bon, ça va prendre 1 an avant qu'ils refassent leur première heure. Mais moi, j'étais comme... Hey, on dirait que j'ai pas le goût. Genre, je trouve ça long, je trouve ça fastidieux parce que les idées, là, ça vient en profusion dans ma tête. Là, puis je pourrais jaser genre avec du monde pendant vraiment longtemps. Puis ils rient tout le temps. J'aime ça, avoir du fun. J'étais un gars qui est très de même dans la vie. Avec mes amis, j'aime ça, conter des histoires. Puis j'aime ça. Fait que c'est pour ça que là, je me compare plus maintenant.
Tu sais, puis même quand tu dis, c'est très à l'opposé des humoristes, comment ils travaillent, puis j'essaie pas d'en faire mon trademark, puis j'essaie pas que les gens me connaissent de « Ah, ce gars-là, il n'est pas comme les autres humoristes. » Tu sais, c'est pas ça que je veux, là. J'essaie pas de miser là-dessus, tu sais, mais c'est juste que je dis clairement comment moi je travaille, puis c'est de même que moi j'ai trouvé, tu sais, ma manière de fonctionner. Ouais. Fait qu'à partir de maintenant, je m'accroche vraiment juste à ça. Puis pour vrai, je regarde même pas, tu sais, je fais comme fi de qu'est-ce qui se fait d'autre. Puis j'essaie pas de nommer ce que je fais. Puis j'essaie pas de me comparer à quelqu'un, tu sais. Mais ton rodage, mettons, ta pratique, c'est quoi? C'est ta soirée, tes amis où tu comptes tes histoires, sans que ça soit intellectualisé de que à soir je pratique mes affaires. Mais... Bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon rodage. Non, mais c'est tous ça. mes amis. Ouais. Mais tu sais, dans le sens, t'es quelqu'un de sociable, tu dois justement être tout le temps entouré de monde puis tout le temps compter tes affaires. Ouais. Puis c'est juste naturel pour toi, fait que t'arrives sur scène, tu fais la même affaire. Ben, man, c'est la meilleure façon de pratiquer. Imagine, tu pratiques 24 heures sur 24. Ouais. T'es tout le Mais- temps en train de pratiquer. Ouais. Mais honnêtement, il y a ça, genre, dans le sens que quand je compte, tu sais, naturellement, moi, ma tête, comment qu'elle est faite, mettons qu'on parle de quelque chose, si tu pars sur un lien, mettons que tu parles de, je sais pas trop, moi, tu parles de ton voyage dans le Sud. Mais moi, dans ma tête, j'ai plein de petites flashs qui me viennent dans ma tête de qu'est-ce qui me fait penser à un voyage dans le Sud dans ma tête. On dirait que moi, dans ma vie, là, ce que mon cerveau enregistre, c'est des affaires qui m'ont fait rire ou des affaires qui sont drôles. Fait que je me rappellerai pas de genre ce que j'ai mangé à Punta Cana en 2007, là. Mais je vais me rappeler de la fois où genre on était pompette un peu puis genre mon ami a attiré sa brassière dans le buffet, genre je veux dire, tu comprends? Je me rappelle pas de fait ça? Ah, fait ça. Mais je me rappelle des affaires de... J'espère qu'elle m'écoute. Mais je me rappelle là, des affaires de même, fait que ça me pop dans la tête justement. Fait que premièrement, ça c'est la première affaire. Des fois, j'étais avec des amis, on parle, puis là il y a une histoire qui compte, tu sais que je raconte, puis là les gens rient vraiment. Puis là je me dis, hey, cette histoire-là, c'est drôle finalement, genre mais je l'ai jamais contée sur scène. Alors là, je vais la noter. Je la note dans ma note, genre Wilfrid. mettons. Ouais. Fait que ça, c'est une première manière de fonctionner. Mais après ça, la deuxième manière de travailler, moi, dans la vie, c'est de vivre au quotidien, genre des anecdotes qui n'ont pas de bon sens. Genre, ma vie n'a pas de bon sens. Genre, tu sais, j'aime ça. Toutes mes journées vont s'aligner tout le temps vers une phase niaiseuse ou une phase un peu, genre, décalée, que le monde sont comme, ben voyons, tabarnak, c'est quoi sa vie? Ouais. Tu sais, fait que de vivre des anecdotes puis de vivre des affaires qui n'ont pas de bon sens, on dirait que c'est le même que je travaille, genre. Ouais. Mais tu dois devenir obsédé par le fait de vouloir vivre des affaires. Tu dois te lever le matin, puis bon, qu'est-ce que je fais de bizarre aujourd'hui? Mais Ou même qu'est-ce que pas. Non, OK. Mais même pas. C'est tout le temps, t'es comme ça. Ouais, j'ai comme, j'ai comme appris que ça va tout le temps s'aligner vers ça, naturellement, puis qu'il faut pas que je le force, en fait. Si je le force, ça paraît que c'est forcé, puis c'est pas drôle. Puis j'ai déjà essayé de le faire, puis ça marche pas. Genre, je sais que ça va arriver naturellement. Il va arriver de quoi? Genre, comme, puis que je vais voir la petite affaire à aller chercher là-dedans. Puis autant que ça va être... Tu sais, c'est pas toutes les situations un peu absurdes que je vais vivre qui vont s'aligner vers une anecdote que je vais compter 10 minutes sur scène. Ouais. Genre, il y en a peut-être que ça va virer, genre une story Instagram, genre, qui va être là 24 heures, puis on le reverra plus jamais, mais que le monde va avoir ri parce que, c'est comme on the go, puis c'est naturel, tu sais. Mais pour vrai, je suis rendu avec un réflexe assez aiguisé dans la vie pour voir comme, ah ben Chris, ah oui, on va là, on va là, genre, ça se fait, tu sais. Est-ce que des fois, tu vois du drôle dans quelque chose qui est pas extraordinaire? Tu sais, mettons, je comprends que d'avoir un sens pour comprendre qu'est-ce qui, dans une situation, est potentiellement drôle, tu sais. Mais est-ce que des fois, juste dans le banal, tu es capable de faire ressurgir du drôle? Oui, je pense que oui. Puis je pense que c'est ça ma force, en fait. Puis même dans des situations qui sont tristes ou dans des situations, mettons, que personne rirait ou personne... Moi, je réussis tout le temps à avoir le genre d'angle de « Hey, ça me tente de rire de ça », tu comprends? Puis rire, tu sais, souvent, les gens associent ça, des fois, à quelque chose de soit péjoratif. Tu sais, quand tu ris de quelque chose, c'est méchant ou c'est pas bien. Mais il y a une manière de... Tu sais, rire, c'est une émotion dans la vie. Tu sais, rire, c'est comme pleurer. Je veux dire, c'est pas associé à quelque chose de méchant ou de péjoratif, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une manière de rire de tout dans la vie, tu sais, puis il y a une manière de l'apporter aussi, mais tu sais, exemple, on compare ça, mettons, à, je sais pas, moi, la mort, exemple, tu sais, la mort, je veux dire, tu dis ça, le monde fiche, on comment, mon Dieu, deuil, j'ai perdu un être cher, ça peut être super triste, mais moi, j'ai perdu mes grands-parents dans la dernière année, genre en 2 mois d'intervalle, tu sais, c'était les personnes les plus proches de moi dans ma vie, puis je veux dire, j'ai réussi quand même à voir des aspects là-dedans, d'en rire, là, tu sais, dans le sens que on les a fait incinérer, mettons. Puis là, je sais pas s'ils m'écoutent, sûrement. Mais Rendu là, c'est toi qui choisis, là. Non, il doit avoir Spotify au paradis, on en reparle. Mais, tu sais, on les a fait incinérer. En fait, on a 30% de notre streaming qui vient du paradis. Ah non, ils ont du temps. Non, mais ils ont du temps là-bas. Ils écoutent tous les podcasts. Ah, c'est drôle. Mais c'est ça, mettons, on les a fait incinérer, puis on a fait faire genre des petits, tu sais, ça s'appelle des reliquaires, là. Tu peux avoir un petit, je sais pas, un bijou, mais un petit objet qui avec un peu de sang dedans. Avec un peu de sang dedans. Mais tu sais, moi, j'ai fait faire genre des petits, c'est comme des petits pendentifs, dans le fond. Puis tu sais, j'ai là, chez nous, puis genre,
c'est je suis un peu intense, mais si je vais dans un show important, mais genre, je les apporte avec moi, mais tu sais, dans mon sac, là, tu sais, je veux dire. Bref, j'ai traîne, puis tu sais, ça m'arrive de faire des jokes là-dessus, là, dans le sens que, genre, fuck, j'ai oublié mon grand-père sur le comptoir, genre, ou, tu sais, tu le lances à quelqu'un, genre, attrape mon grand-père, tu sais, ça m'arrive de faire des jokes de même, tu comprends? Le monde, puis là, le monde, j'en passe vite, tu me lances quoi, genre, à mes grands-parents, genre, je veux dire. Tu comprends? Fuck, si j'ai échappé un grappin dans mon smoothie. Mais c'est ça, à 100%, il y a comme manière de. Tu sais, ça, je pense que je suis capable d'avoir du drôle dans des places où les gens ne le voient pas, puis de bien l'apporter surtout. Hier, j'ai regardé une story que t'as faite, puis une situation qui m'est arrivée. Écoute, je peux pas les compter là, comme à l'infini. Là. Je cuisine beaucoup dans la vie, fait que je coupe beaucoup de piment. Là. Oui. Ça m'arrive de couper des poivrons, tu sais, puis dans, je sais pas, un poivron sur 4, il y a un mini poivron, puis j'ai jamais jamais pensé plus que juste le prendre, puis soit le cuisiner ou le mettre dans le compost. Oui. Mais hier, tu ouvres un poivron. Ça, c'est l'exemple parfait du drôle dans quelque chose qui est complètement normal. Tu ouvres un poivron, il y a un bébé poivron dedans qui te fait penser à un soulier de lutin. Puis après ça, tu décides de faire un montage d'un lutin sans pieds, mais en prenant les deux bébés poivrons pour faire ses pieds. Oui, mais avoue que c'était pareil. Ben non, avoue que c'était pareil. C'était débile, sauf que moi, hier, je me suis dit... Son cerveau fait ça. Comment c'est ça? Exactement. Moi, c'est ça mon réflexe, ça a été de faire tabarnak que le cerveau des humains fonctionne pas de la même façon. Là. Ouais. Tu sais, comment est-ce que ça, c'est quelque chose qui te vient en tête comme ça? Est-ce que... Parce que là, je me suis dit, après ça, j'ai pensé à ça, puis là, je savais que tu venais, puis... Ouais. Tu devais être le gars, man, le plus drôle à l'école. Là. Ben, pas à l'école de l'humour, mais je veux dire à l'école. Point. Mais oui. Moi, dans une classe, un gars qui fait ces jokes-là, genre, man, c'est sûr que tout le monde devait tout le temps être à côté de toi puis rire. Là. Mais c'était ça mon descriptif là, au secondaire puis au primaire. En fait, dans toutes les sphères de ma vie, ça a tout le temps été ça, tu sais. T'es-tu le plus drôle dans ton album de finissant? Oui, 100%. Ça, c'est drôle parce que, tu sais, en finissant l'école, en finissant le secondaire, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Tu sais, j'ai jamais eu de but précis. Genre, je savais que j'allais être dans la sphère médiatique / une personnalité publique parce que c'est ça que j'avais envie de faire. C'est tout le temps ça qui m'a allumé, de faire rire les gens, de me mettre un sourire d'en face au monde, que les gens me disent « Hey, ça fait du bien, regardez ce que tu fais, ça fait du bien, être avec toi. » Ça, pour vrai, c'est vraiment genre la plus grande reconnaissance que j'ai dans la vie. Oui, vraiment, j'adore ça. Puis c'est tellement comme... En tout cas, c'est très valorisant, je trouve ça très cool. Puis je me dis, tu sais, quand les gens vivent de quoi, de dark ou de quoi d'un peu, tu sais, des passes difficiles, puis que je reçois des messages pour me dire « Hey, t'es la seule personne qui réussit à me mettre un sourire. » Je suis comme « Oh mon Dieu, genre ma journée est faite là. » Je suis vraiment content. Puis au secondaire, c'est ça, tu sais, j'ai relu tous mes messages d'albums de finissant. Puis genre, pour vrai, un message sur... genre, en fait, tous les messages, il y a ces éléments-là dedans. Ouais. On va te revoir à la télé, on va te revoir, hey, tu vas être un humoriste, c'est sûr que tu vas faire l'École nationale de l'humour. Tout le monde m'écrivait ça, genre, tu sais, fait que tout le monde le voit depuis genre tout le temps. Ouais. Puis moi, j'étais un peu comme naïf là-dedans, puis je suis comme... Cool, on verra, ça va de... Tu sais, je sais pas, tu sais, puis l'école de l'humour, je me suis inscrit, genre, la veille de la date limite des auditions, puis genre, j'avais jamais fait d'humour à vie, tu sais, genre, j'avais jamais fait ça. Puis là, mon audition était le vendredi, puis là, on était jeudi, puis j'étais comme, fuck, genre, j'ai regardé dans mon agenda, j'étais comme, c'est demain, genre, j'étais comme, faut que je fasse de quoi. Sur le fly, j'ai pensé à des affaires, j'ai écrit des jokes sur le fait que j'étais grand parce que je fais 6 pieds 4, tu sais. Puis là, j'écrivais des jokes là-dessus, mais tu sais, je pensais juste à des affaires qui me venaient en tête. Finalement, je l'ai fait. Tac, j'ai passé au deuxième round d'audition. Tac, j'ai rentré première fois. Fait que j'étais comme... On dirait que c'était fait... On dirait que la vie m'enligne vers là, tu sais. Ouais. T'improvisais-tu déjà, fun. Mettons, t'es-tu arrivé là puis t'as à moitié improvisé ton audition? Ou ben là, dans le temps, il faut écrire des jokes puis il faut être dans le... Ouais, ben là, dans le fond, vu qu'il y avait un contexte, tu sais, c'était quand même sérieux, là. C'était l'École nationale de l'humour. Je voyais ça quand même gros un peu. J'étais comme, hey, j'ai suivi à la lettre qu'est-ce qu'ils voulaient que je fasse, là. Tu sais, j'ai écrit un texte qui durait environ 5 minutes puis j'ai fait le texte. Je m'étais écrit un texte, fait que j'ai suivi quand même mot pour mot, mais avec certaines petites improvisations sur le fly de... Parce que c'était un peu ma béquille, pas ma béquille, mais genre, tu sais, mettons sur scène, là, si genre je suis dans un texte, puis que là, mettons, j'ai un blanc ou genre j'oublie de quoi, puis que là, je suis stressé, genre, ben c'est genre mon mode de survie sur scène de tomber en mode genre...
moi, vous faire rire, mais tu cries, on part, attachez-vous, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ça, dans mon texte d'audition, à certaines places, genre, j'ai fait des petits commentaires où, genre, j'ai accusé certaines affaires en improvisant, mais j'avais quand même un texte. Ouais. Puis à l'école, mettons, si vous demandez d'écrire des numéros chaque semaine, mais quand tu as réalisé, OK, non, moi, c'est vraiment l'impro, mon truc, ils t'ont-tu comme encouragé là-dedans, OK, vas-y, ou ben non, c'est pas comme ça qu'on fait ça? Ben, en fait, je m'en ai rendu compte tard. Ah, OK. Parce que je savais pas c'était quoi, puis... Super. L'école de l'humour. Il est sorti. Il est sorti en 2 petits coups de vent. En fait, l'école de l'humour, genre, je prenais ça très au sérieux. Tu sais, je trouvais ça. Je me trouvais comme chanceux de pouvoir suivre cette formation-là. Parce que c'est quand même un rêve de petit cul, là. Tu sais, c'est quand même big, là. Tu sais. Moi, j'ai une Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je voyais, tu sais, mes idoles à la télé, j'ai voyais qu'ils avaient fait l'école de l'humour. J'étais comme, oh shit, tu sais, c'est une institution, c'est big. Louise Richer, oh my god. Fait que j'étais vraiment content d'être là. Ouais. Puis je m'étais dit, je vais le vivre à 100%. Tu sais, je vais vraiment suivre. Tu sais, j'étais full assidu, je faisais mes trucs. Fait que j'ai pas essayé de sortir du contexte d'écrire mes textes pour mes vendredis qu'on appelait, nos numéros qu'on écrivait toutes les semaines. Puis c'est comme vers la fin de ma 2e année que, là, à force d'écrire mes textes, puis tout, j'étais comme, hey, j'ai montré à mes amis, parce que, tu sais, c'était filmé, tous nos numéros. On a tout encore ça, d'ailleurs. Je vais ressortir ça dans un futur rapproché. C'est terrible, c'est désastreux. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que je le montrais à mes amis, puis mes amis me disaient tout le temps, hey, c'est drôle, mais c'est comme, on dirait que c'est pas toi. Genre, c'est drôle, mais c'est pas toi. Genre, on dirait que t'as un 2x4 dans le cul. On dirait que t'es pogné, Ouais. t'es pogné dans un texte. Fait que là, ça m'a vraiment, genre... Ça m'a challengé, là. Ça m'a vraiment trotté dans la les yeux tête. un peu, là. Ouais. Puis j'étais comme, OK, mais comment je fais pour être moi de bord? Fait que j'ai commencé vers la fin de la 2e année, là. Mettons, on a une rencontre avec un auteur à tous les lundis, mettons. Puis là, j'ai demandé, j'étais comme, j'ai le goût de faire de quoi de plus naturel. Le texte, c'est pas naturel. Puis mon prof, il m'a encouragé mettons, j'ai mon idée de numéro. Il me dit, enregistre-toi. Pars sur une chire, mettons, parle à ta coloc, parle à des amis, enregistre-toi, puis après ça, écris ce que tu as enregistré. Fait que ça a été la première étape de aller vers le plus freestyle impro, mettons. Fait que c'était déjà mieux. Genre, parce que pendant que je le faisais, je partais dans des bulles, je partais dans des folies, fait qu'il y avait des bonnes idées qui sortaient de là. Tu condensais ça, puis tu le refaisais. Ouais, tu exact. rejouais Fait que toi-même. Ça a été comme la première piste de solution. Puis après ça, je l'ai déjà raconté, mais... comment ça s'est passé, là où j'ai vraiment eu le gros déclic, là, c'est que le dernier vendredi qu'on présentait... Ouais, c'est ça. Ça, c'était... je pense que tu en as parlé dans un article dans le journal de Québec ou de Montréal, je ne me rappelle pas. Ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est que la veille de présenter un show, j'étais allé avec mes amis au 281, grosse histoire. Puis là, c'est ça, on était pompettes. Puis là, finalement, genre, j'ai fait les auditions du 281, genre, fouillez-moi pourquoi. Je me suis ramassé backstage, le monde était comme, yo, il venait me serrer la main, j'étais comme, touche-moi pas, tu m'écoeures. Et là... T'as fait les auditions du 281. Fait que ça consiste à quoi, les auditions du 281? Ben, c'est comme faut la première. Tu danses à poil sur le stage? Ultimement, c'est là que les gens veulent que t'ailles. Moi, j'étais comme, il n'y a aucune crise de chance que je fasse ça. Fait que là, finalement, genre, j'ai des totons de lait, là, je veux dire, impossible. Fait que là, finalement, le premier round, c'était juste genre de danser sur une toune. Mais tu sais, moi, j'aime ça, entertainer. Fait que j'étais comme, il y avait un club. Il y avait un Tu club. perds du pH à ton lait. Tellement un mot que j'aime. est parti. L'image, là. Non, mais tu sais, des petits, comme, tu peux le tenir. Je sais pas. Non, mais c'est pas si pire, mais en tout cas. Bref. Peux-tu te mettre un crayon en dessous? Puis... Non, je peux pas mettre de crayon. C'est vraiment pas si pire que ça. J'ai comme un souvenir de mots secondaires, j'en avais plus, mais en tout cas, j'ai les pines dures aussi. On en reparlera, On va revenir au secondaire. Après. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, premier round, fallait genre être dansé sur scène. Mais tu sais, moi, je faisais juste crier le monde dans le bar. Tu sais, j'étais habitué d'être sur scène, tu comprends? Ouais. Fait que les autres gars qui faisaient l'audition, ils étaient vraiment pas à l'aise d'être sur scène. Fait que tu sais, moi, j'ai comme gagné mon public en les faisant crier puis en étant comme Yo, what's up, motherfucker, de 81. Puis là, finalement, la deuxième round, le gars dans les loges, il nous dit là, c'est la deuxième round. Fait que là, c'est votre moment de tout dévoiler. Là, moi, j'étais nain. Sans façon. Genre, il y a aucune... Moi, c'est sûr. C'est comme je m'enligne genre, vers une carrière publique. Genre, je vais pas... Merci, mais non, merci. Oui. C'est comme oui, mais non. Fait que là, finalement, il dit la phrase, je vais tout le temps m'en rappeler. Il dit, si jamais vous voulez aller juste, genre, vous pompez une couple de minutes, il y a une cabine là pour ça, genre, pour arriver un peu... là, j'étais nain. Mais là, moi, je vivais ça dans ma tête. J'étais comme, anecdote. J'avais hâte de tout te raconter ça. Fait que là, finalement, j'étais allé sur la scène, le deuxième round, j'ai rien montré. Je veux dire, j'ai juste dansé avec un manche à balai. C'était super bon sur la toune de Adèle. Puis, oui, c'était exactement ça. C'était exactement ça. It's me. Je me disais, c'est la pire toune pour psycher du monde. Là. Mais c'était ça. Fait que j'ai dansé là-dessus. Finalement, j'ai comme gagné. C'était un vote du public. Là. Le monde criait. Ils ont vraiment crié à moi. Mais j'ai pas pu gagner finalement parce que j'avais pas montré ma graine. Parce que t'étais pas allé te chaffer ouais. en haut. Fait que là, c'est un autre gars qui a gagné. Mais je pense que c'est un certificat cadeau de 50$. Genre, je sais pas où. Ça vaut pas la peine. Fait que ça valait pas la peine. Je veux dire, 80. Ouais. Fait que bref, le lendemain, en arrivant à l'école, j'ai tout scrappé ce que j'avais fait
genre que j'avais préparé comme texte, puis j'ai compté ça à mes amis. Puis genre, révélation, là, tout le monde était comme, ben voyons donc, tu sais. Puis là, le monde, c'est là que j'ai compris. J'ai eu le déclic dans ma tête de, il faut que je compte des affaires qui me tentent, puis qui me sont arrivées pour vrai, puis que genre... Puis ça a été ça. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler de même, puis ça a été la meilleure affaire de ma vie. Pour le reste de ta vie, un point marquant dans ton parcours va avoir été d'avoir dansé avec un ballet sur la scène du 281. Là, ça prend une toute autre tournure, là, vu que ça ferme. Ouais, c'est ça. Genre, moi, je vais avoir pu danser là sur cette scène L'histoire mythique. devient tragique tout d'un coup. L'histoire devient mythe, puis le mythe devient légende. Mais c'est vrai, tu sais, quand je vais en reparler dans 20 ans, là, puis le monde, il y a plein de gens qui vont pas savoir c'est quoi le 281, mais le monde qui vont savoir, ils vont me savoir. On va le savoir. Puis moi, je vais avoir dansé là. La fois où t'as pas gagné 50$. Ouais. T'aurais dû sortir ta graine. Ouais. Ça me fait tellement rire. C'est parce que, tu sais, mettons que si on commençait à j'imagine... Mais en fait, c'est ça. Toi, tu l'avais, ça, la capacité. Tu l'as, cette capacité-là à voir le comique, tu sais. Ouais. Puis, moi, parce qu'on caresse l'idée de faire un genre d'open mic à amener, là, tu sais. On va le faire séparément, mais on caresse l'idée d'en faire un éventuellement. Ouais. Puis, Grosse caresse. une grosse caresse, là, on caresse largement l'idée de faire ça. Puis, moi, je me disais... Pour être capable de trouver une anecdote drôle, il a fallu que je réfléchisse vraiment beaucoup. Là. Puis que je repasse, mettons, dans ma tête, OK, c'est quoi les histoires que je raconte avec mes amis, les histoires qui reviennent tout le temps? Ouais. Tu sais, quand tu as un groupe d'amis, là, tu racontes tout le temps les mêmes crises d'histoires. Chaque fois que, mettons, tu as tout le temps les 5 mêmes personnes, chaque fois qu'il y a une nouvelle personne dans le cercle, on raconte cette anecdote-là parce que c'est trop drôle. T'sais. Fait que là, j'ai réfléchi à ça et j'ai fait, OK, non. Ça, c'est drôle. Fait que là, il a fallu que je réfléchisse vraiment longtemps pour trouver une affaire qui était potentiellement drôle pour pouvoir peut-être raconter dans un 5 minutes à un moment donné. T'sais. Ouais. Mais ça, j'imagine que ça peut aussi pas s'apprendre, mais s'entretenir. La capacité d'être ouvert à ça, rester poreux à une anecdote drôle. T'sais. Oui, mais c'est genre moi, c'est comme un muscle. En fait. C'est ça. T'sais, on dit tout le temps que la créativité, puis c'est un muscle que tu entretiens, puis à force de le faire, t'es habitué, là, c'est comme dans n'importe quel métier, t'as des atouts que tu développes que n'importe qui essayerait du jour au lendemain de faire ça serait comme, ben voyons donc, ça me demande toute la misère du monde pour essayer d'arriver à, mettons, au tiers de ce que toi tu penses, là. Mais c'est la même affaire, là, c'est que, tu sais, moi, ça fait depuis le début de ma vie, là, ça fait 25 ans que je fais rire le monde. Ça fait 25 ans que j'aime ça, faire rire le monde, puis que j'aime ça raconter des histoires, puis raconter des anecdotes, fait que, honnêtement, tu sais, des fois, ça m'arrive de compter de quoi, mettons, tu sais, je fais des exercices dans ma tête, là, je pourrais prendre n'importe quelle histoire, puis genre rendre ça, tu sais, drôle, dans le sens que j'aime ça, faire ça, tu sais, je trouve ça le fun, puis c'est une affaire aussi c'est une affaire sociale aussi beaucoup, là, tu sais, de garder l'attention des gens, de trouver les méthodes, de capter l'attention, de faire rire, de rapporter, tu sais, c'est comme très humain, là, j'aime ça aussi, cet aspect-là, beaucoup, tu sais, je suis un gars qui trippe sur les relations sociales, tu sais. J'adore ça, moi, rencontrer des nouvelles personnes. Je suis une personne qui va, on dirait, comprendre les gens rapidement, de voir dans un groupe comment les gens agissent. Je trouve ça vraiment très cool, puis je pense que c'est directement en lien avec, justement, ce réflexe-là que j'aiguise depuis 25 ans. Je suis vraiment fasciné par ça, justement, tu sais. Toi, c'est totalement instinctif et naturel, dans le fond, ton style. Puis t'as trouvé, justement, OK, moi, je suis bon là-dedans de manière vraiment naturelle. Puis je fonce là-dedans, tu sais. Puis genre, moi, on dirait que j'irais faire un 5 minutes, là, tu sais, d'humour. Puis c'est sûr que, genre, je vais dire, faut que je vais écouter tous les specials d'humour possibles. Je vais me prendre des notes, OK, ça, j'aime pas ça. Mais tu sais, ça va être full trop intellectualisé puis zéro naturel. C'est 100% sûr que je vais faire ça. Puis toi, c'est genre l'inverse. Tantôt, PH, je te demandais, t'as-tu une technique, t'as-tu un schéma? C'est comme, je compte des histoires, puis c'est naturel de même. C'est fascinant. Mais probablement qu'il y a un schéma, tu sais. Mais ton cerveau travaille. C'est ça. Probablement que ton cerveau est capable de prendre une histoire, de la décortiquer, de faire, OK, ça, c'est drôle. Commence par ça. Apporte ça, finis avec ça. Mais c'est tellement, t'es tellement bon que c'est dans ton inconscient, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Il faudrait sûrement que ce soit étudié par quelqu'un d'autre. Il faudrait sûrement que quelqu'un d'autre écoute toutes tes affaires parce que, OK, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ça pourrait full être intéressant.
Puis, tu sais, mettons, à l'école, on avait plein de cours sur tous les procédés humoristiques. Tu sais, il existe des... Tu sais, tout ce qui est la comparaison, les règles de 3, tu sais, c'est full important, ça, c'est full intéressant. Puis, je me rendais compte que, tu sais, je me force pas à en mettre dans mes numéros, tu sais. Je me force pas à inclure des trucs comme ça pour que ça soit plus drôle, mais je me rends compte qu'en écoutant mes anecdotes ou en voyant ce que je raconte, naturellement, c'est des trucs qui viennent dans l'anecdote, qui viennent quand je raconte des anecdotes parce que ça fait partie de ce qui fait rire les gens, tu sais. Fait que je le rends comme naturellement là-dedans. On en parle souvent. Dom il étudie en musique, moi en littérature, tu sais, puis souvent on parle de la théorie comme telle, comme étant une façon de... Ça t'aide pas nécessairement à être créatif, mais ce que ça te permet de faire, c'est de comprendre si ça marche pas, pourquoi. Ah ouais. Tu sais, fait que mettons toutes les théories d'humour, là, tu sais, probablement que t'es utilises dans la façon avec laquelle tu racontes des jokes, mais que si ça fonctionne, la façon avec laquelle tu racontes des histoires et tes jokes, on s'en crisse. Tu sais, on s'en fout dans le fond de la théorie, là. Par contre, c'est amené, il y a une joke qui lève pas, puis que quelqu'un qui a la théorie pourrait sûrement expliquer pourquoi ça lève pas. Tu sais, au même titre que, mettons, moi, en littérature, s'il y a un texte qui est bon, on s'en fout là, de connaître la théorie ou non. Par contre, s'il y a quelque chose qui cloche, d'avoir la théorie permet de dire, OK, le problème, il est là. Tu sais. C'est vraiment intéressant, c'est vrai. Puis dans le sens, tu sais, la théorie est née de sûrement l'analyse de quelque chose, de quelque chose qui a fonctionné. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, c'est comme un cercle de... Je crois qu'il faut pas dans la vie essayer de faire quelque chose en se basant complètement sur, tu sais, donc prendre tous les aspects théoriques puis les rentrer dans quelque chose puis se dire, ça va fonctionner. Parce que la réussite et le succès va plus loin que ça. Tu sais, je pense qu'elle va beaucoup de l'authenticité puis de l'originalité derrière un travail ou une œuvre, mettons. Fait que je pense que c'est ça. C'est que... mais t'as full nommé. T'as full dit ce que c'est full intéressant, c'est vrai. Puis, mettons, si je fais un parallèle justement avec la musique, mettons le jazz, là, il est ce qui est parce que dans les années 50, t'avais des gars qui allaient dans les clubs puis qui jouaient le plus de notes possible, puis que genre. Pis c'est après ça qu'on a analysé ça, puis que là, c'est enseigné dans les universités, tu sais. Puis, mais souvent, les meilleurs musiciens, tu vas voir, les vraiment grands théoriciens vont peut-être être des bons ou très bons musiciens. Mais les meilleurs, souvent, c'est des instinctifs qui le pognent rapidement à l'oreille de même, puis qui jouent, puis qui ont genre cette urgence-là, puis c'est les autres autour, justement, qui analysent et qui essaient de comprendre le truc. Là, puis à chaque fois que, justement, tu sais, on dirait que je parle de ça, puis je me vois parler de ça. Tu sais, j'ai pas l'impression que je suis en train de parler de moi, mais justement, tu sais, à force, justement, tu sais, dans les dernières années, la dernière année, les derniers mois, c'est là qu'il y a eu comme un plus gros, un plus gros boom ou un plus gros comme une attention portée à ce que je faisais parce que j'ai fait de quoi de gros ou, tu sais, mettons, Wilfred Pelletier, ça a été de quoi qui sortait de l'ordinaire puis les gens étaient comme, OK, wow, là, pourquoi, genre, ça arrive, mettons. Fait que si on dirait que à chaque fois qu'il arrive un nouveau modèle ou quelque chose de nouveau, ça commence tout le temps par justement de l'incompréhension ou de la... Je sais pas, essayer de mettre une étiquette ou essayer de mettre de quoi, de comme... Ça, c'est systématique dans la société d'essayer de mettre des étiquettes sur les choses. Là. Puis on dirait que souvent, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai été full confronté, mettons, quand j'ai commencé mes affaires, tu sais, quand j'ai commencé justement à avoir plus de visibilité, tu sais, sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, moi, au début, je me faisais tu sais, ça m'a pris du temps avant de comme assumer de dire que j'étais un humoriste, tu sais. Puis je le dis souvent, là, mais... T'sais, au début, là, je fais pas de bar. Je fais pas de show dans les bars. Fait que les gens qui font des shows dans les bars me croisent pas, me connaissent pas. T'es pas dans ce milieu-là. Exactement. Je suis pas dans ce milieu-là. Je gravite un peu ailleurs, tu sais, puis j'ai des amis là-dedans, mais je fais pas ça. Fait que là, les gens qui caressent leur rêve de devenir humoriste puis qui veulent faire ça à 100% puis qui font ça de leur vie de manière plus traditionnelle, ce qui est pas mauvais, dans le sens que c'est une manière de travailler, puis je veux dire, si ça te colle à toi, c'est vraiment parfait. Mais moi, j'ai décidé d'aller ailleurs. Fait que là, les gens, mettons, me voyaient popper par rapport à, je sais pas, mon nombre d'abonnés Instagram. Fait que là, rapidement, le monde était comme, OK, mais lui, c'est pas un humoriste, c'est un influenceur. C'est un créateur de contenu. C'est un créateur de contenu. Ce gars-là, tu sais. Fait que là, rapidement, on dirait, puis je pense que ça l'apaise beaucoup la conscience des gens, mettons, qui pourraient être offusqué ou genre jaloux, mettons, rapidement, de dire « Ah, OK, mais c'est pas grave, j'ai pas à m'en faire, c'est pas un humoriste. » Même pas dans la compétition, tu sais. Exactement. C'est ça. Exactement, ça a été ça. C'est juste un créateur de contenu qui remplit Wilfred Pelletier. Là. C'est ça, exactement. Ben, si ça connais-tu beaucoup, tu sais, des créateurs de contenu qui sont capables de faire ça? Ça peut te permettre de bien dormir le soir, j'ai plus d'abonnés que lui, mais je pense pas que je remplis Wilfred Pelletier. Mais ça y est. On le les billets sont en vente pour sans fil podcast à Wilfred Pelletier. C'est ça.
ça a été beaucoup ça, tu comprends? Puis ça, je l'ai vu aller, puis comme je vous disais tantôt, j'aime ça comprendre les comportements humains, j'aime ça comme analyser tout ça. Puis même moi, là, je suis souvent confronté à ça, tu sais, au début, puis j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais tu sais, la comparaison, je vous disais, tu sais, quand j'étais à l'école, je regardais des gens, puis j'étais comme, oh mon Dieu, puis je tombais rapidement dans le, ah, OK, mais non, lui, tu sais, comme trouver une raison pour laquelle il réussit, puis une raison qui est pas tant nice, juste pour toi, te garder la conscience tranquille, tu sais. Mais moi, c'est au moment où j'ai passé par-dessus ça, puis de juste accepter le succès de tout le monde, puis de juste tomber dans la gratefulness, de genre être content pour les gens réellement. C'est à partir de ce moment-là, quand tu es capable de faire ça, puis de juste avoir une belle attitude, puis d'être content, puis d'être pas dans la comparaison, pas être dans l'ego, pas être dans rien. Moi, c'est là que pour vrai, j'ai vu le gros changement dans ma vie de OK, hey, toute l'énergie que tu mettais à genre te comparer puis à genre rager contre la personne qui avait genre 2000 abonnés de plus que toi, là, ben genre, mets-la dans genre toi être heureux puis genre avancer puis avoir du fun dans la vie puis t'entourer des bonnes personnes. Puis ça fait toute la différence. Ça a l'air de bien marcher. Ouais. Puis inversement, du côté des autres humoristes, je veux pas te créer de la bisbille, mais est-ce que tu te sens encore, mettons, jugé ou mis à l'écart ou comme si ta technique était pas legit? Tu te sens-tu inclus dans le milieu ou pas tant encore? Ben en même temps, non. C'est une question de perception puis à qui tu vas donner ton attention, dans le fond. C'est sûr qu'il y a des gens, il va tout le temps y avoir des gens qui vont pas être d'accord avec ce que je fais, puis tu sais, des gens qui vont, je sais pas, juger ou peu importe, mais ces gens-là, je veux dire, je ne les vois jamais, je fais fi de tout ce qu'ils pensent, en fait. Tu sais, pour vrai, je m'entoure vraiment de gens avec qui, je travaille bien, puis avec des gens qui sont comme, je sais pas, élevés d'une autre manière, tu sais, de conscience, qui sont juste positifs puis le fun. Fait que pour vrai, je l'ai plus, ce feeling-là. Je me suis tellement détaché de ça que j'ai vraiment aucun problème avec ça. T'as plus de feeling d'imposteur? Non, aucunement. Puis ce feeling d'imposteur-là, il est créé par des personnes qui vont te juger ou par des personnes qui vont faire des commentaires, admettons, négatifs à ton égard. Mais si tu te rapportes à la base de pourquoi ces gens-là font ces commentaires-là, ça naît tout le temps d'un problème d'ego, un problème d'orgueil puis un problème de jalousie. Fait que genre, c'est pas mon problème. Pour vrai, moi en fait, que eux pensent de même, moi, ça m'empêche pas d'avancer parce que je m'entoure des gens qui sont fucking positif puis dans un bon mood, mettons. Fait que pour vrai, ça a été un problème genre 2 mois dans ma vie. Puis maintenant, je m'en contre-torche. On s'entend que 2 mois, c'est pas grand-chose. C'est pas long, là. À part c'est demain, quand je l'ai même pas vu passer. C'est comme si c'était hier. Mais t'essaies-tu de comprendre d'où ça vient, ce talent-là? Parce que je me dis que c'est développé jeune. J'imagine que tu dois avoir déjà 10 ans puis être drôle. Ouais. Mais tu penses-tu qu'il y a une raison qui explique ou c'est juste... C'est-tu inné ou ça s'est fait tôt dans ta vie, mettons? Ben peut-être que, tu sais, à force d'avoir lu des livres là-dessus, j'aime ça lire plein d'affaires là, dans le développement, puis dans... il y a peut-être un lien qu'on pourrait faire à... Tu sais, le rire, puis ça, c'est vraiment intéressant. On a eu un cours à l'École nationale de l'humour sur toute l'anthropologie du rire, tout par rapport, genre, aux primates, puis genre, comment le rire est comme dans une communauté, tu sais, ou dans une société, pourquoi le rire vient, tu sais, puis dès le plus jeune âge, pourquoi les bébés rient. Puis ça, pour vrai, ça a l'air full intense ce que je dis, mais c'était tellement intéressant, ça a été un de mes cours préférés à l'École de l'humour. Puis, tu sais, le rire, c'est très pour l'acceptation sociale, tu sais, si t'es dans une gang, puis tu fais rire le monde, mais on dirait que ça l'enlève toutes les autres. Tu sais, tu deviens comme accepté si t'es capable de faire rire, tu sais, peu importe parmi les classes sociales, bref. Fait que sûrement que peut-être ça a été un réflexe d'acceptation quand j'étais jeune, de comme faire rire le monde pour avoir comme une... Peut-être que c'est né de ça, tu sais, mais je sais pas, tu sais, je vous dirais pas le doigt est mis sur absolument ça, mais c'est sûrement que instinctivement ça a été ça à m'amener peut-être. T'en parles de fois que t'avais pas de l'air de ça, mettons, au secondaire, je pense? Ouais. Ça a-tu rapport ou ça n'a pas rapport? Mais peut-être que ça a rapport. Je veux dire, tu sais, j'étais comme... T'étais comment, dans le fond? Ben, j'étais laid. Non, j'étais pas laid. Non, mais la puberté a bien fait son travail, là, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens que, tu sais, tu vois des avant-après, puis t'es comme « thanks, pube ». Mais moi, c'est vraiment ça. Tu sais, quand j'étais jeune, je veux dire, je me compare souvent à un ballon de kinball, là, genre, j'étais tout petit, puis un peu gros, là, puis gossant, là. Fait que genre, Omnikin, tu décalisses, là, genre. Mais non, mais c'est ça, mais peut-être que... C'est ça. Peut-être que ça... Mais ça a sûrement rapport à ça, pour vrai. Tu sais, j'étais drôle, fait que... Tu sais, j'ai vu d'autres gens... Ça, mettons, on compare là, comme si on était des animaux, OK, genre? On est des animaux. Mais... Mettons, tu mets le même Mathieu un peu laid, genre qui aurait, tu sais, un peu genre dodu baquet, qui avait pas de confiance. Tu mets 2 mêmes personnes, puis genre tu prends moi, mettons, qui était drôle, puis qui faisait genre des jokes, puis que tout le monde trouvait drôle, puis le fun, puis tu prends l'autre à côté qui lui fait pas ça.
sûrement que mon parcours a été plus facile, tu comprends? Oui, ça, c'est sûr. Parce que genre, je me suis juste vraiment tout le temps surfé sur une grande vague de, pas popularité, mais de comme, est-ce que ce gars-là est drôle, est-ce que ce gars-là est drôle, est-ce que ce gars-là est drôle, tout le T'as temps. valorisé, ça t'a donné confiance en toi, tu sais. Mais à 100%. Fait que ça a été vraiment plus facile, je pense, de passer à travers justement toutes ces étapes charnières-là de vie du secondaire, que ça peut être difficile si t'es comme un peu différent, mettons. Mais tu sais, puis je suis vraiment dans un petit pourcentage, là, j'étais pas différent, là, mais c'est sûr que ça m'a aidé, mettons. Dans le même article que je lisais aussi, que tu avais fait, que tu avais fait, l'entrevue que tu avais fait dans le journal, tu disais quelque chose que j'aimerais ça qu'on approfondisse un petit peu plus, qui était de ne pas vouloir te lancer dans 1 million d'affaires en même temps. Maintenant, les humoristes, quand ça explose, maintenant, t'es vois partout. Ouais. Partout, sur tous les plateaux, sur toutes les émissions, puis ça finit plus, là, tu sais. Puis toi, t'as sûrement eu des offres pour que ça fasse ça. T'as sûrement eu du monde qui te voulait sur plein d'affaires. Ou t'en as, tu peux pas en parler. Ouais, ben en fait, si on approfondit ça, c'est de quoi que moi, je trouve qu'il fait partie prenante de ma vision de ma carrière. Donc, tu t'en vas, là. Puis à long terme, on part. Okay. On décolle. Vous êtes prêts? On décolle. À la maison, attachez-vous, Nicole, es-tu prêt? On part sur... OK, on décolle. Non, mais c'est quoi qui est tellement important, c'est que dans la vie, je suis pas pressé. Genre, je suis pas pressé par rapport à ma carrière puis par rapport à où est-ce que mon côté de vie professionnelle s'en va. Dans le sens où je veux faire ce métier-là depuis que je suis vraiment jeune. J'ai tout le temps su que j'allais faire ce métier-là. J'ai tout le temps su que ça allait bien fonctionner. C'est la seule affaire que je voulais faire. Puis j'ai tout le temps eu un gros positivisme par rapport à ça. Puis j'étais comme, je sais que je vais faire ça. Puis j'ai beaucoup, tu sais, mettons, une de mes idoles, moi, c'est Ellen DeGeneres. Puis, tu sais, Ellen, en ce moment, là, je veux dire, c'est quand même goal, là, carrièrement parlant, là. Puis c'est genre un apogée, elle est rendue vraiment à une étape genre autre, puis elle a 60 ans. Mais c'est vrai, ça a pris un certain temps. Elle a 60 ans, Hélène, tu comprends? C'est rare une femme piquée à 60 ans, d'habitude tu piques à 25, puis... Mais exactement, c'est ça, fait que pour vrai, moi dans la vie, genre j'ai tout le temps dit que mon pic de carrière, là, quand je vais être rendu où je veux à 100%, puis que je vais avoir les assises, puis la confiance pour faire ce que je veux, puis les contacts, puis tu sais, toute l'expérience, je vais peut-être avoir genre 45, 50 ans, 55 ans, tu comprends? Ouais. Fait que moi, j'ai cette mentalité-là, puis j'ai cette vision-là que je cours pas après de quoi. Genre, je cours pas après une réussite instantanée, puis genre, j'ai pas le goût d'être un feu de paille, genre, de me garrocher partout maintenant, puis que ça dure, genre, 2 ans, tu sais. J'ai comme pas cette peur-là de manquer quelque chose. Puis je pense que cette peur-là est beaucoup inculquée. Quand tu parles de ce milieu-là, tu sais, tout le monde dit tout le temps des phrases de « Hey, si tu manques le bateau, il repassera pas. Ta chance, elle arrive une fois, puis si t'apprends pas... » c'est pas mal ça. Ouais, mais tout le monde dit cette phrase-là, puis ça vient de quelque chose. C'est vrai que il y a quand même cette nuance-là de faut que tu fasses des bons choix. Mais je pense que cette phrase-là, moi, ce qu'elle m'a allumé en dedans de moi, c'est que le bateau, il passe une fois, mais genre, c'est une longue croisière, là. Genre, c'est un grand... C'est pas genre un speedboat, là, qui passe, puis que si tu le manques, genre, t'as plus aucune chance de réussir, là. Moi, je pense que le bateau, justement, moi, il est en train de passer. Il commence à passer depuis, genre, depuis 5 ans, mettons. Puis le but de ça... La raison pour laquelle j'ai pas le goût de me garrocher nulle part, c'est que je choisis que des affaires, tu sais, qui me ressemblent, puis qui me tentent à faire, puis qui collent avec ce que j'ai envie de projeter comme image, puis avec ce que je veux faire. Puis vu que j'ai pas la peur, justement, puis la presse de faire quelque chose, ben je vais pas m'engager, mettons, dans un projet que je vais regarder le résultat, puis je vais être comme « Oh shit, ça me ressemble pas », puis le monde va m'avoir connu, mettons, avec ça, puis c'est pas moi, mettons. Je pense que c'est ça, moi, la seule affaire, la seule clé, c'est tout le temps accepter des affaires qui me tentent. Puis c'est correct de voir des humoristes, mettons, qui commencent à exploser ou à réussir, de les voir beaucoup. Tu sais, je commence déjà à me faire dire ça, moi. Tu sais, par je sais pas, des gens du milieu ou genre mon entourage de... Tu sais, fais attention, faut pas te voir partout, faut pas te... Ouais, il y a des gens qui me disent ça, mais moi, dans ma tête, j'ai tellement la conscience zen par rapport à ça parce que je dis non. C'est que t'as dit? Je sais pas trop. Ben, on n'est pas là, là. C'est ça, on est loin d'être là. Non, exactement. Puis dans le sens que, tu sais, oui, j'ai plein de projets qui s'en viennent, puis des projets full excitants que je suis vraiment content, mais en ce moment, dans ma vie, je dis non à 90% des affaires que je me fais proposer. Ah ouais. Tu comprends? Fait que genre... Ben, merci d'avoir dit oui de venir ici. Oui, ouais, c'est ça. merci. On est dans le 10%. C'est dans le 10% les chums, ça veut dire de quoi, là? Mais c'est ça, fait
Dans le sens que je pourrais faire plus de projets, puis genre, si je me fais proposer que des affaires que j'aime, ben genre, je vais tout le temps dire oui à des affaires que j'aime, puis des affaires que j'ai le feeling que ça me tente de faire, parce que au final, le résultat, ça va me ressembler, puis je vais pas m'être dénaturé pour avoir de l'attention. Tu comprends? C'est ça, je pense, l'important. C'est du jour au lendemain, quand tu as peur de manquer le bateau, là, justement, puis que tu commences à sauter sur n'importe quel projet, mais des petits projets que tu te dis, hey, genre, pourquoi il a fait ça? Genre, pourquoi il a fait ça? Genre, je sais pas, moi, en tout cas, j'aurais des exemples, mais j'ai pas d'exemple à donner, mais c'est ça. Genre de. Tu sais, je pourrais me faire proposer là, demain d'être dans un show, d'aller à un souper presque parfait, aller à table avec mon ex, tu sais, de comme craver une attention, de comme il faut que je me fasse voir parce que genre c'est important, puis genre, tu sais, mais ça n'aurait pas rapport avec ce que je suis en train de build-upper maintenant. Puis je pense qu'il faut voir ça à long terme beaucoup, tu sais. Je pense que on n'est pas pressé, là. Ça va bien aller, puis genre, tu sais, je suis là pour rester, là. Genre, ça me tente de faire ça, puis je veux faire ça. Fait que c'est ça mon affaire, de pas sauter sur tout. T'as vraiment la capacité de rester super groundé et zen malgré le grand succès que tu vis en ce moment, là. Tu sais, vendre des shows comme ça en 2 heures, sold out, là, il y en a un puis un autre que ça leur aurait monté à la tête, mettons, je pense. Elle fait. Voyons, j'ai bugué, je t'arrête de faire dans ses vies. Est-ce que mon visage s'affaisse? Son côté gauche. Oui, probablement, mais justement, j'ai comme l'impression que je me considère chanceux d'avoir cette vision-là de ce métier-là. Ouais. Puis c'est très vrai. Genre, je suis tellement tout le temps dans l'authenticité, puis tout le temps dans tout ce que je vous dis en ce moment, là, je pourrais le redire 25 000 fois dans 25 000 entrevues différentes, ça serait tout le temps la même affaire, tu sais. C'est pas en ce moment, j'ai pas en train de l'impression de venir vendre Mathieu Dufour, puis de donner au public ce qu'ils veulent entendre pour que je réussisse. Hey, zéro, là. Genre, zéro. Je dis juste ma mentalité, puis comment je pense. Puis en ce moment, c'est fou, là. Puis genre, je suis tellement reconnaissant de tout ce qui arrive, là. Genre, c'est débile, là. Si, genre, puis Wilfrid Pelletier, genre, c'est quoi le calice de rapport, là? Même moi, je réalise pas, là. Puis genre, tu comprends? Puis les clubs soda, puis toutes les affaires sold out rapidement. Même moi, là, genre, je suis flabbergasté par ça, là. Mais ça vient, je pense que ça part ground zero. Ça vient de la raison pour laquelle je fais ça. Ça fait de la manière, ça vient de la manière comment je le fais, du rapport d'authenticité, puis genre, je suis juste moi-même, puis comme, je pense que les gens, ils sentent ça, puis genre, je force personne à me suivre, puis genre, tu sais, je dis tout le temps sur mon Instagram, je le dis souvent, je suis comme, même pour vrai, je vais faire plein de stories là-dessus à soir, puis genre, si ça vous tente pas, désabonnez-vous, je m'en torche, genre, je suis pas dans le, hey, je vais sponsor cette joke-là pour avoir 10 000 abonnés de plus. Hey, pour vrai, genre, vraiment pas. Puis ça a été gros, ça a monté rapidement en 1 an, puis ça a été un boom, mais je reste la même personne en arrière de tout ça, puis je tire les cartes de la même manière, tu sais, j'agis complètement pareil à ce que j'agissais quand j'avais 4000 abonnés genre sur Snapchat en 2015. Là. C'est la même affaire. Fait que je pense que c'est ça mon moteur, puis c'est ça qui me permet de rester genre terre à terre, je pense. Il y a une espèce de... Tu l'as abordé un petit peu, l'espèce de sentiment de devoir tout faire extrêmement rapidement, l'espèce de pression de performance là, qui est omniprésente dans tout ce qu'on consomme. Tu ouvres ton Instagram, c'est juste de la performance. Là, que ce soit de la performance physique ou mentale. Puis il y a effectivement une question à se poser autour de ça. Il y a une question à se poser autour de jusqu'où tu es prêt à aller pour la performance puis pour le succès. T'sais. Qu'est-ce que ça représente vraiment? C'est quoi le moteur derrière tout ça? Puis le fait, mettons, de te dire que tu pourrais possiblement remplir un Centre Bell relativement prochainement, c'est-tu un succès? C'est-tu ça, là? C'est-tu la fin? C'est quoi après? Là? C'est quoi, en fait, c'est quoi le end goal dans la vie? C'est-tu le succès ou c'est le bonheur? Parce qu'une fois que tu as rempli le Centre Bell, je veux dire, après ça, c'est les plaines d'Abraham, mais après ça, c'est quoi, je veux dire, c'est quoi tu fais? Tu stoppes rapidement quand... mettons, le bonheur que tu tires ou la satisfaction ou bien comme le sentiment du devoir accompli, si tu le retires d'un événement ou d'un achievement que tu te mets, mettons, tu sais, là, si ton bonheur dans la vie est relié, mettons, hey, je vais être heureux quand je vais avoir fait ça, je pense que c'est la pire manière de fonctionner. C'est la pire manière de te créer un vide après, justement, cette étape-là. Parce que si, mettons, je m'étais mis là, dans la vie, là, j'avais parti ma carrière puis je m'étais dit, hey, moi, là, mon goal, là, genre, c'est de remplir Wilfrid Pelletier, mettons. Ouais. Mais genre, jamais en 100 ans, là, si tu m'avais parlé il y a 2 ans, tu m'aurais dit que dans 2 ans, ça allait être fait. J'allais remplir Wilfrid Pelletier. Tout arrive, là. Je vis des affaires en ce moment que je pensais vivre dans 10, 15, 20 ans, là. Puis que j'étais bien avec ça, là. Parce que la manière de m'y rendre, c'est ça qui me rend heureux, moi, dans la vie. Tu comprends? C'est le build-up de la vie au quotidien, là, genre, c'est là que je trouve mon genre de
genre de bonheur, là, pour vrai, tu sais, admettons, après Wilfrid Pelletier, là, j'ai rien de prévu, genre. J'ai absolument rien de prévu. Puis même quand c'était en décembre qu'on a annoncé Wilfrid Pelletier, puis ma gérante, elle me dit, OK, Wilfrid va être en juillet, puis genre, faut le booker maintenant, parce que, puis là, je comprends, c'est des besoins de production, c'est gros, c'est un festival. Mais genre, j'étais comme, mais genre, êtes-vous mon gars, genre, de me booker de quoi dans mon agenda dans 8 mois, genre? Je suis comme, moi, ça me rentre pas dans la tête. Moi, là, c'est très, là, hey, là, genre, la semaine prochaine. Puis là, après ça, je comprends que, genre, le monde me trouve gossant en esti quand je travaille de même, parce que, genre, c'est très comme, OK, il faut se revirer, puis il faut le faire, mais c'est pour ça que c'est pas dans l'accomplissement que je trouve le fun de faire ce que je fais, mais c'est plus dans le comment s'y rendre, puis dans le moment présent, beaucoup, tu sais. Puis j'ai autant de fun à faire un show, pour vrai, tu sais, j'ai fait le Capitole, là, un mois, puis c'est 1000 places. C'est comme le plus gros show que je faisais jusqu'à présent. Puis c'est sûr que c'est fou de te dire que, genre, il y a 1000 personnes devant toi, puis l'énergie que tu reçois, c'est fou, puis... Mais honnêtement, j'ai fait des shows dans ma première petite tournée, genre à la Petite Grenouille de Trois-Rivières, devant 80 personnes. Puis sur scène, là, le bonheur que j'avais de compter mes histoires puis d'avoir du fun avec le monde qui était là, c'était la même affaire. Ouais. Tu comprends? Puis ça va être la même affaire à Wilfrid Pelletier. C'est sûr que le niveau d'adrénaline puis le niveau de stress avant puis là, comme de « Oh mon Dieu, ben voyons », c'est différent. Là, genre, ça va être plus. Mais honnêtement, une fois que le show part, pour vrai, je raconte de la même manière que je le raconterais comme s'il y avait 10 personnes, mettons. Ouais. Thomas Levac a reçu Martin Matt sur son podcast. C'est moi qui faisais la technique derrière. Puis Martin, il disait... Martin, comme si je le connaissais. Martin Matt, il disait que, tu sais, lui, dans sa tournée Condamné à l'excellence, ça a été une tournée énorme, là, tu sais, des proportions démesurées, là, tu sais, puis un succès aussi fulgurant. Puis après ça, ça a été Les Beaux Malaises, qui a été aussi comme un succès étourdissant, là. Puis il parlait de sa dernière tournée qu'il a faite, puis il disait « J'avais besoin de faire de quoi de plus petit, parce que c'était too much. » Comme une fois que tu atteins ça, c'est too much, c'est trop gros. Puis qu'est-ce qu'il y a après, tu sais? Si tu as tout le temps envie de grossir ton truc, c'est tout le temps... Mais là, il n'y a rien de plus gros, là, tu sais. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est... Il faut que tu retrouves pourquoi tu le fais. Exactement. Puis tu sais, c'est pour ça qu'il y en a plein là, d'histoires là, que tu entends de gens qui ont comme connu un succès rapide. Puis, tu sais, je pense justement à Rachid Badouri, que vous avez déjà reçu sur votre podcast, mais c'est ça, tu sais, Rachid, je veux dire, je l'ai rencontré une couple de fois, puis tu sais, j'étais allé voir son show justement la semaine passée, puis tu sais, il parle beaucoup de ça justement, que ça a été comme très rapide. Comme puis, ça, là, honnêtement, il y a de quoi perdre les pédales, puis il y a de quoi perdre la tête, parce que c'est vraiment quelque chose de un peu irrationnel, tu sais, si là je le prends là, au pied de la lettre, puis tu sais, je me dis que le 18 juillet là, il y a 3000 personnes, genre 3000 personnes qui ont décidé de payer puis de se déplacer, parce que je reçois des messages sur Instagram, il y a des gens qui partent genre de l'Ontario, il y a des gens qui partent du Saguenay, il y a des gens qui partent, puis que ces 3000 personnes-là ont fait une pause dans leur vie, ont dépensé de l'argent, ont fait de la route, s'en viennent s'asseoir pour moi, genre, pour m'écouter parler pendant genre 1h30, là. Tu sais, juste ça, c'est moins gros que les succès que Rachid a vécu, tu sais, qui ont explosé en début de carrière. Mais pour vrai, si j'étais pas terre à terre, si j'étais pas bien entouré, si j'avais pas genre la mentalité que j'ai, puis si je faisais pas genre le travail que j'essaie de faire sur moi le plus possible au quotidien, tu sais, avec la, tu sais, je trouve que c'est très important. Pour vrai, il y a de quoi perdre la tête, là, puis c'est même pas des gros succès comme tu parlais de Martin Matt, puis tout là. Fait que ça, je suis conscient à 100% que c'est important de tout le temps garder cette vision-là, puis d'essayer de te rapporter tout le temps à pourquoi tu le fais, puis c'est ça, à de quoi de plus comme terre à terre ou genre... Plus proche de quitter, vraiment. Ouais, exact. Ouais. Puis, en ce moment, une des meilleures façons de rester toi-même, puis je pense que tu le fais très bien, c'est par les médias sociaux. Les médias sociaux, il y a deux facettes, là. Soit tu deviens complètement quelqu'un que t'es pas, ou soit tu es capable de rester toi-même au quotidien, là. Si tu fais une story sans filtre de juste toi qui est là, puis qui coupe des poivrons, là, tu sais, c'est comme... C'est une mise en scène, mais au somme toute, c'est vraiment proche de toi, j'imagine, là. En fait, c'est zéro de mise en scène, là, tu sais, comment c'est arrivé, comment... Non, mais je veux dire, c'est que tu prends quand même ton sel pour en parler, là, tu sais, je veux dire, c'est ça l'action de plus que ton quotidien, mettons, là. Mais ça, c'est un outil que toi, je trouve que tu te sers très bien. Comment ça a commencé, mettons, l'utilisation des médias sociaux pour toi?
Ça a commencé au cégep. Moi, j'ai étudié en arts et technologie des médias au cégep de Jonquière, qui est comme un gros programme super réputé, très cool en communication. Tous les animateurs de radio étudient là. Oui, exactement. Mais moi, j'ai étudié en radio là-bas, dans le fond. Okay. Fait que j'ai étudié là. Puis, comment ça a commencé, là, pour vrai, là, le côté genre... c'est comme story authentique de comme pas stager des affaires, parce que, tu sais, je stage pas de trucs, tu sais, pour faire mes stories. C'est tout le temps comme très genre... sur le fly, là, tu sais, je prends mon sel, puis go, je raconte de quoi, puis où il se passe de quoi, puis je le compte, tu sais, rapidement. Ouais. Comment ça a parti? OK, parfait. Comment ça a commencé? Il est revenu. Il est jamais loin. Ça a été au cégep, genre sur Snapchat. Dans le fond, je faisais des stories, genre sur Snapchat, quand j'étais complètement sous, genre des parties. Au cégep. Genre. Il n'y a rien de mieux que tout le monde que tu montrais dans les stories. Mais oui, mais c'était ça pour vrai. Tu sais, on était sous, fait qu'il se passait tout le temps des affaires. Puis pour vrai, tu sais, le cégep de Jonquière, tu sais, ATM, c'était réputé. On avait des beaux parties, là, c'était le fun. Ouais, puis la gang était cool. Réputé pour être sous, là. Au Saguenay, ça brasse. Oui, ça brasse. Fait que pour vrai, ça a commencé de même. Je faisais des Snapchats, genre, j'appelais ça des Snapchats pompettes. J'étais tout le temps, genre, il se passait de quoi. Mais normal vieilli un peu, là. Oui, non, c'est ça, exactement. Puis, fait que c'était beaucoup ça. Fait que, genre, je faisais ça. Puis là, les gens du cégep, mais comme tout le monde au cégep me suivait, mettons. Parce que, c'était drôle les stories à Mathieu quand il était, tu sais, dans des parties ou dans des affaires, genre, tu sais, mettons, je sais pas, là, c'était pas tout le temps, genre, politically correct, là, genre, tu sais, je volais des souliers de quai, des fois, mettons. Puis, non, mais. Des fois, c'est arrivé plus qu'une fois. Puis, c'est ça, fait que ça a commencé de même. Puis après ça, ben là, dans le fond, en arrivant à Montréal, tu sais, j'avais quand même un petit following sur Snapchat, mais rien de gros. Il y avait genre... Excuse-moi, juste pour rester dans le contexte, qu'est-ce qui a fait le move jusqu'à Montréal? Après ATM, tu fais des stages, dans le fond. Fait que je suis venu faire des stages de 5 semaines à genre Énergie puis Rouge FM à Montréal. Okay. Puis c'est ça, fait qu'en arrivant à Montréal, ben, je continuais de faire des Snapchats. Mais là, tu sais, c'était des stories au quotidien quand même, quand je voyais de quoi de drôle. Tu sais, là, avec Snapchat, j'avais comme développé le réflexe de qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce que le monde trouve le fun. C'était tout le temps des affaires, tu sais, des niaiseries ou des situations quotidiennes, ou comme quand je voyais de quoi de bizarre, tu sais, quelqu'un qui fait de quoi de bizarre, juste le filmer ou genre faire un zoom-in, quelqu'un qui traîne une affaire pas de bon sens dans le métro. Tu sais, ça a beaucoup commencé de ça. T'as réalisé, venant du Saguenay, t'as réalisé qu'à Montréal, il y en avait beaucoup. Oui, exactement. Fait que c'était beaucoup ça, tu sais, ma vision de Montréal, tu sais, genre, je faisais beaucoup d'affaires comme ça. Fait que là, il y a comme de bouche à oreille, pour vrai, les gens s'abonnaient à moi sur Snapchat de plus en plus. Puis après ça, pendant ma première année de l'école de l'humour, j'ai été dans un top Narcity, genre les 50 personnes à suivre au Québec sur Snapchat. OK, sur Snapchat. Ouais, mais tu sais, dans ce temps-là, pour vrai, pour moi, ça a été genre... J'étais quand même un peu flabbergasté d'être dans ce top-là parce que, on se rappelle, j'étais à l'école de l'humour, personne me connaît, j'ai aucune visibilité autre que mes petits réseaux sociaux. Puis dans ce top-là, c'est que du monde connu, mettons. T'sais, c'est que j'étais entre Guillaume Lemaitre-Vierge puis genre Marie-Lou 3 fois par jour, mettons, là, dans le top. Fait que j'étais comme, oh shit, genre, j'étais comme, OK. Puis ça m'a apporté vraiment une grosse vague de gens qui se sont abonnés. Puis la première journée où je voyais mes abonnés monter sur Snapchat, en fait, tu voyais pas les abonnés monter, mais tu voyais le nombre de views sur tes stories, mettons. Quand j'ai vu ça monter, ça a été... J'ai stressé, genre. J'étais comme, OK, là, il y a plein de monde qui se sont abonnés à moi parce que dans la description, ça disait « Étudiant à l'École nationale de l'humour, ces stories vous feront rire à tout coup. » Genre, quelque chose de même. Là, j'étais comme, OK, là, genre, je me dois d'être drôle. Faut que je les fasse rire à tout coup. À tous les coups. Fait que là... Je peux pas faire une story qui les fait pas rire. Ouais, ça a été ça. La grosse panique. Fait genre, l'angoisse. Fait que là, j'ai commencé, genre, la première journée ou la deuxième journée, quand j'ai eu ce boom d'abonnés-là, j'ai commencé à essayer de stager des affaires. Ah, man. Puis mes amis m'ont dit, genre, c'est pas drôle. Genre, t'es pas drôle. Là, j'ai eu 2 minutes de « Oh mon Dieu ». Fait que j'ai comme arrêté de faire des stories pendant 2-3 jours parce que j'étais stressé. J'étais comme « Oh mon Dieu », genre... Puis... Là, le stress a retombé, puis ma vie naturelle a repris, puis je me suis remis à avoir les réflexes naturels d'avant. Puis c'est là que ça a déclenché, puis que j'ai eu, genre, tout est parti. Puis là, Snapchat a comme changé leur algorithme à ma main, fait que j'en sais à chier, fait que là, j'avais plus... Tu sais, mettons, j'avais 3000 views sur mes stories sur Snapchat, là, tu sais, quand j'étais dans le pic. Puis là, du jour au lendemain, j'en avais genre 800, mettons. Ouais. Puis là, après ça, là, Instagram a comme instauré les stories. Mais là, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, je voulais pas faire de stories sur Instagram parce que j'étais comme finissant de l'école de l'humour. Puis je me rappelle, il y avait, mettons, Mariana Mazza puis Catherine Levac qui me suivaient sur Instagram. J'étais comme, hey, je vais pas mettre de quoi sur Instagram parce que, genre, s'ils voient ça, ils vont pas trouver ça drôle, ils vont me juger. Pour vrai, c'était ça mon thinking à ce moment-là. Ouais. Fait que là, je mettais rien. Là, à un moment donné, je me suis mis à mettre le plus drôle de Snapchat. Je le mettais sur Instagram, mais tu sais, une story sur 10. Et là, OK, un petit boom. Là, les views étaient quand même bons, là, tu sais, le ratio était bon sur Instagram, fait que là, j'étais comme, oh shit. Et là, de fil en aiguille, j'ai complètement transposé sur Instagram. Je me crissais de n'importe qui allait voir ça. Puis là, ça a été vraiment comme le boom là, de comme fou. Tu sais, je veux dire,
Mettons, en janvier l'année passée, j'étais à 4000 abonnés sur Instagram. Puis là, je suis rendu à genre 58 000, mettons. Puis ça a vraiment été... Puis j'ai jamais rien fait de sponsorisé. J'ai jamais vendu mes réseaux sociaux. J'ai jamais comme dit follow me. Genre, comme, ça a vraiment... Oui, c'est ça. Ça a vraiment comme été un genre de gros bouche à oreille, le fun de partage. Puis de... Fait que c'est pour ça que c'est ça. Fait que ça a né de là, le comme de... boom sur Instagram, puis je suis content d'être passé par le genre de transition Snapchat puis le genre de petit boom Narcity, parce que si du jour au lendemain, aujourd'hui, mettons, je m'étais ramassé à genre 60 000 abonnés sur Instagram sans avoir comme remis en question c'est quoi que je fais sur Instagram, je pense que j'aurais pu justement devenir cette personne stagée-là. C'est dangereux, puis moi, pas de l'humour, mais... d'une autre façon, je l'ai vécu un peu avec mon compte Instagram, c'est de sortir d'OD et d'avoir tout ce following-là, puis là, de faire OK, non, là, faut que je prenne les meilleures photos possibles, faut que ce soit des photos pro, puis là, si la photo a pas de like, c'est comment non, fuck, là, puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, c'est ma soeur qui m'a dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est zéro toi à faire ça. Puis là, j'ai fait « Non, effectivement. » Puis moi, je cite zéro mois à faire ça. Je cite souvent en exemple, justement, comme les candidats d'OD, parce que tu sais, j'ai comme plusieurs amis qui ont fait OD, puis quand les gens me demandent justement comment tu fais pour gérer tes réseaux sociaux, blablabla, je suis comme, hey, c'est tellement organique, c'est tellement venu, là, tranquillement, pas vite. Moi, j'ai vu l'étape de gérer mon Instagram à 4000 abonnés, j'ai vu à gérer à 8 000, à 10 000, à 15 000, à 20 000, tu comprends? Fait que je l'ai tout monté graduellement, puis genre, toute ma gestion de ça est comme très, très, très naturelle, mais je nomme souvent sortir du jour au lendemain de genre 5 000 abonnés, puis d'avoir, mettons, 170, ça me créerait de l'angoisse, puis j'en serais pas bien. Ben, t'as pas appris à le faire tranquillement, là, tu sais. C'est comme, t'as pas eu développé les réflexes de, OK, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle, ça c'est moi, ça c'est pas moi. C'est comme du jour au lendemain, go, gère ta page. C'est vraiment, vraiment insensé, c'est fou. Ceux qui continuent à entretenir ça, c'est du monde qui faisait déjà avant OD, faisait ça. Fait qu'il y avait comme 12 000 abonnés. Fait que la différence entre 12 000 à 150 000 est énorme, mais pas vraiment. Il y avait déjà comme une tribune. Si ce qu'il faisait, c'est la même chose, le même contenu essentiellement. Je veux dire, c'est des photos de photoshoot belles. Ça finit là. Mais non, mais ça peut vraiment monter à la tête. Puis genre, ça peut vraiment être. C'est paralysant. C'est paralysant quand tu commences à réaliser. Puis en plus c'est que tu attribues un certain succès à la réception de ce que tu fais. Fait que là, si les vues sont pas bonnes, ben là, ça veut dire que c'est comme le succès de tes affaires qui lèvent pas. Puis c'est fucked up là, quand tu t'en penses à ça. Puis quand tu fais le switch de faire probablement comme quoi toi t'as fait quand tes amis t'ont dit t'es pas drôle, de faire OK, fuck that, je vais être moi. Ben Chris, t'es bien, man. Ben oui. Mais c'est parce que t'enlèves tellement une grosse pression puis un genre de gros... Tu sais, moi, je le dis tout le temps, là, genre, je suis pas obligé là, de faire des stories. Tu sais, j'en fais parce que pour vrai, c'est naturel, c'est un réflexe, puis genre, j'aime ça le faire, puis ce que je mets, ça me fait pas chier à le faire. C'est très... J'aime ça me fait rire pour vrai, puis ce que je mets, ça me fait rire pour vrai. Tu sais, je réécoute des affaires, des fois, je suis comme... Ça me fait rire. Genre, je ris de bon cœur, des fois, des trucs que j'ai mis, ou des affaires que j'ai zoomées, tu sais. Puis... Des fois, je peux être genre 2 jours, là, tu sais, admettons. Mais c'est rare quand même, parce que pour vrai, vu que c'est rendu un réflexe, je vois beaucoup d'affaires drôles, puis tu sais, ça vient naturellement. Mais des fois, je vois, mettons, mon compte qui est une journée ou deux sans story. Tu sais, je mets rien pendant 2 jours, puis pendant ces 2 journées-là, mais je veux dire, j'étais avec ma soeur puis son bébé, puis genre, on va faire des commissions, on va marcher, on fait des trucs, je veux dire, je médite, je fais des affaires, j'écoute des films, je dors, je lis des livres, tu sais, puis ça... C'est la base, là. C'est l'affaire la plus importante, là. Faut tellement que tu gardes ton équilibre, genre, près de toi pour pouvoir aller dans des sphères qui sont vraiment débiles puis un peu, genre, justement, comme à l'opposé de ce qu'un humain vit, là. Tu sais, des grosses phases de succès ou des grosses affaires de, justement, des shows de... Tu sais, après Wilfred Pelletier, là, je sais que genre je vais avoir le goût d'aller faire des shows devant comme 100 je vais annoncer plein de petits shows cachés, tu comprends, après Wilfred, ça va full me tenter, là, tu sais, pour pas tout le temps aussi que le monde attende de what's next, c'est quoi la plus grosse affaire, c'est quoi le... Ah, puis là, tu sais, le monde, OK, il a rempli Wilfred. Fait que là, le monde, OK, il va faire quoi? Le Sandbell, ah ben quand il va mettre le Sandbell, oh, ça marche pas, c'est pas sold out en 2 mois. Et OK, il a échoué, genre, tu sais, le monde est tellement, genre, des vieilles rapaces, là. En fait, laissez-moi vivre, si. Le monde, ce qu'on va retenir, ce qu'on va quoter du podcast avec toi, c'est le monde est tellement des vieilles rapaces. Mathieu Dufour. Ça pourrait être ma ligne de merch. Si je pourrais faire des chandails et des tasses. C'est vrai que le monde est rapace. Tu fais juste... tu le dis même pas, tu sais même pas le monde est vraiment des vieilles rapaces, c'est juste une vieille rapace. Oui. Une vieille rapace. Mais pour vrai, c'est un mot que j'adore beaucoup. C'est très Saguenay. Rapace. C'est très, très Saguenay.
rapaces, c'est quoi le mot c'est que je dis beaucoup, là? Oh non, les charognards. Tu sais, là, rapaces charognards. Des vautours, là. Des vautours, tu sais. Le monde est vautour. Mais tu sais, moi, je suis rapace aussi. Ouais. Il y a 2 types de rapaces. Il y a les rapaces positives et les rapaces négatives. Il y a les rap ass qui étaient au secondaire, qui écoutaient du rap. Oui, on les appelait de même. On les appelait les rap ass. Ils sont ailleurs. Moi, je suis moins dans cette analyse-là. Mais tu sais, moi, je suis une rapace aussi dans la vie, là. Genre, je suis une petite rapace, moi, dans la vie. Tu sais, j'aime ça comme faire des... Un petit sneaker, là. Un petit sneaker. Là. Moi, je suis un petit sneaker 100%. Je suis une bonne rapace. J'aime ça rentrer dans des événements, des fois que j'ai pas de billets. Je suis une rapace, moi, dans la vie, mais une bonne rapace. Mais après ça, t'as les mauvaises rapaces. Ceux-là qui, justement, vont comme s'approcher du monde parce qu'ils ont du succès, vont comme être hypocrites. Genre, moi, des rapaces de même, là, j'ai vu venir de loin. J'ai un petit bon radar à rapace, moi. Puis, genre, quand je te vois arriver, je suis comme. Ça, t'as dû le vivre, ça, avec un succès comme ça, là. T'as plein de nouveaux amis qui veulent arriver. Je l'ai pas. En fait, c'est que je l'ai pas vécu par rapport à ma sphère, mettons, amitié, sociale. Ça, dans le sens que pour vrai, dans la vie, là, j'ai beaucoup d'amis, mais mes amis que j'ai, genre, je sais c'est qui, tu comprends? Puis genre, ça me stresse pas de. Je vais avoir un succès. Puis je l'ai vécu, là, genre, je le vis depuis une couple d'années, là, des grands connaissances éloignées de secondaire là, qui rampent dans mes DM, là, comme si on s'était vu hier. Là, je suis comme, bye Sonia. Bye Sonia. Mais genre, bonjour, Sonia. Je le vis beaucoup, mettons, par rapport à la sphère professionnelle. Puis ça, c'est un running gang avec ma gérante, avec mon équipe. C'est beaucoup de... Tu sais, là, quand je suis sorti de l'école de l'humour, là, puis genre que personne comprenait ce que je faisais, puis j'avais pas la validation du public, puis j'avais pas, tu sais, des affaires comme ça. Il y a plein de monde, là, qui me regardait, là, genre, qui m'était comme... Ils me swipaient de la main, là, genre, ciao, bye, là, genre, t'es rien, là, tu comprends? Puis que là, moi, j'ai pas changé, là, je suis la même personne en sortant de l'école, puis je fais la même affaire que je faisais à l'école, là, tu sais. Mais là... Quand ils voient que, genre, mettons, j'ai un succès, tu sais, là, je reçois des offres, tout bas, tout côté, puis genre, je vois les offres qui sont vraies, puis les gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler, puis les gens en qui je peux faire confiance, puis je vois les offres aussi qui sont juste comme, mettons, opportunistes, là, de comme, ah, mon Dieu, OK, là, il y a un succès, on va y aller, tu sais. Je suis comme, puis ça, j'aime ça, faire la différence, puis la part des choses entre, oui, non. C'est pour ça que c'est là qu'il est important d'être bien entouré, puis d'avoir une équipe, mettons, qui me connaissent bien, puis qui ont de l'expérience, puis avec qui je fais confiance pour pouvoir, justement, faire la nuance entre c'est un allié ou genre vieille rapace de Satan. C'est dur de trouver quelqu'un à qui tu faisais confiance parce que justement, mettons, je pense que ta gérante, c'est elle qui t'a approché, right? Ouais, ça s'est fait, mais ça s'est fait comme naturellement, tu sais, dans le sens que vu que je m'identifiais pas vraiment comme un humoriste, puis vu que je faisais mes petites affaires tranquillement pas vite avec mes amis, puis que ça allait bien, je savais pas que j'avais besoin d'une gérante, tu sais, j'avais pas cette envie-là d'avoir une gérante tout de suite ou un gérant. Puis à un moment donné, ben, c'est comme, ça a venu de fil en aiguille, elle s'appelle Marie-Ève, je la connaissais, elle était venue nous donner une conférence à à l'école de l'humour, puis je me rappelle, puis ça, c'est elle qui me l'a rappelé, ça, je m'en rappelais pas. J'ai dit 15 fois le mot rappel dans la dernière phrase, je suis complètement désolé. Mais je vous rappelle que je me rappelais, que je me rappelais pas. Marie-Ève est venue nous donner une conférence à l'école à un moment donné dans notre cours de gestion de carrière. Il y a plein d'intervenants du milieu qui venaient nous parler. Puis à un moment donné, elle était venue nous voir, puis elle nous parlait. Puis elle nous avait fait genre, elle nous parlait de son métier puis de sa vision. Puis après le cours, moi puis une de mes bonnes amies de l'école, Madeleine, on était allés voir Marie-Ève. Puis on lui avait dit, tu nous donnes espoir en ce milieu-là, genre. On dirait que il n'y a pas juste des rapaces. Je pense que j'avais dit ça. J'avais dit, il n'y a pas juste des rapaces. Tu me donnes espoir en ce milieu-là, puis on dirait que tu me donnes, genre, si ça se peut te faire de quoi de bon là-dedans. Genre, j'avais dit ça. Mais ça, on se ramène, genre, tu sais, ça fait 3 ans, mettons. Mais je me rappelais pas d'avoir été voir Marie-Ève pour lui dire ça. OK. Puis après ça, mais là, j'ai fait mes 2 petites tournées, mes premières tournées. Puis là, tu sais, le monde parlait beaucoup de moi dans le milieu, mais tout le monde était comme, ah, Mathieu, c'est pas un humoriste, c'est un influenceur. Mathieu, c'est pas un humoriste, c'est un influenceur. Puis Marie-Ève, elle s'est dit, genre, Marie-Ève, dans la vie, elle va pas se faire une idée de quelqu'un par rapport à ce qu'elle entend de cette personne-là. Puis ça, je trouve ça remarquable chez quelqu'un. Fait qu'elle s'est dit, s'il y a une buzz alentour de lui en ce moment, il doit avoir quelque chose, tu comprends? Fait que moi, je vais aller voir son show. Fait que Marie-Ève, elle m'a écrit, elle était comme, je vais venir voir ton show. Fait que j'ai donné des billets. Elle est venue voir le show. Puis là, elle a vu ce qui se passait quand j'étais sur scène, elle a vu comment tu sais, c'était quoi un show de Mathieu Dufour. Puis elle a capoté, elle était comme, OK, genre le monde est cave de te mettre dans une catégorie de genre, c'est un, tu sais. Elle a vu genre je sais pas, elle a vu le potentiel. Puis Marie-Ève est une personne très humaine aussi. Moi, Marie-Ève, on est très, tu sais, je vous disais que je suis très dans le subconscient, puis genre, j'aime ça lire des livres dessus, la méditation, je trouve ça très cool. Puis Marie-Ève, elle m'a juste dit, genre, hey Mathieu, faut que je te parle, genre, j'ai goût d'aller te parler, on va prendre un café. Fallait prendre un café, on s'est parlé, puis moi, j'étais très en mode. Genre, j'étais très laid back un peu sur mes gardes de j'ai pas le goût de me faire pogner justement par une rapace puis de me faire modeler dans un pattern puis de pas avoir de mots à dire. Tu sais, je suis capable de gérer mes affaires tout seul. Fait que genre, avant d'embarquer avec quelqu'un, je veux être sûr que ça soit la bonne personne.
Et là, finalement, ben c'est ça. Ça a été encore une question de feeling, puis de genre de la vie m'enligne vers ça. On s'est revus une couple de fois, puis j'étais comme, hey, je le file, ça me tente. On s'est rencontrés, tac, tac, tac. Ça a été full naturel, gros coup de cœur humain. Genre, Marie-Ève, je la considère comme une de mes amies. Tu sais, c'est ça avant tout. C'est pas genre, dans le temps, tu sais, gérant, c'était très vu. Manager de comme, hey, moi, je te pogne, puis c'est moi qui t'en mets sur la map, puis genre, gros. T'en as-tu de ça? Des, hey, écoute-moi bien, mon petit gars, avec moi, tu vas devenir big. Non, pas de temps. Pas beaucoup pour cette vie-là, cette voix-là. Mais non, j'en ai pas tant eu de ça, mais tu sais, j'ai été approché par des gens que, tu sais, c'était moins... Faut que ça soit un fit humain avant tout, parce que, genre, moi, Marie-Ève, on se parle 4 fois par jour au téléphone, on se parle le soir à 10h, des fois, on se texte, genre, on a des... Tu sais, c'est une relation qui est très, 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 genre, intense. Fait que j'ai juste vraiment été avec le côté humain avant tout, puis Marie-Ève a tellement d'expérience dans ce métier-là, elle a fait ça depuis longtemps. Fait que c'est une question de feeling. J'ai embarqué avec Marie-Ève, puis c'est la meilleure décision que j'ai prise à ce jour. Cool. C'est quoi les affaires les plus... Admettons que genre, j'ai extrêmement envie d'aller aux toilettes. Y a-tu moyen d'y aller sans que ça fâche pour qu'on recommence la discussion après? Ouais, pas de stress. Merci. J'ai comme bu 7 chez 3, 2, 1. 3, 2, 1. C'est reparti. Il doit arriver des affaires complètement fucked up dans tes shows, là. Tu sais, il doit arriver des affaires plus que juste toi qui parles sur un stage. Genre, je sais pas, là, du monde qui monte sur le stage ou du monde qui... On fait un jeu ou on fait la vague ou je sais pas. Ou pas tant. Mais quand même, en fait. Je suis comme... j'aime ça pendant les shows. Si j'ai une bulle qui me passe ou genre s'il arrive de quoi, de genre bander là-dessus puis de partir, tu sais. Ça m'est déjà arrivé à m'amener pendant un show de... genre faire un genre de vidéoclip de la tune We Will Rock You, là, genre, tu sais. Le monde tape, tu sais, là, le ça, là. Oui. Je sais pas pourquoi ça m'est passé, je sais pas pourquoi c'est arrivé, mais j'étais comme, hey, j'ai à disposition, genre, 500 personnes. Je suis sûr que ça sonnerait en esti. On était comme dans un gymnase, genre, fait que j'étais comme, je suis sûr que ça serait bon de faire ça, mais je sais pas comment on s'est rendu là. Finalement, ils l'ont fait, genre, mais, tu sais, ça, c'est arrivé, mais je l'avais comme filmé sur mon cell, j'ai remis sur Instagram plus tard, mais tu sais, le monde capotait d'avoir vécu ça, là. Il était vraiment content, tu sais. Puis là, ce qui me fait rire aussi, c'est que quand je mets des affaires de même sur Instagram, je pense des fois, j'ai une petite pensée pour ces gens qui comprennent pas ce que je fais puis qui me mettent dans une classe à part, là, qui sont comme, ah mon Dieu, c'est chaud, c'est un camp de vacances. Genre, il fait rien, c'est pas l'humour qu'il fait, il fait danser le monde, mais oui, mais ça m'arrive de partir sur des chires de même aussi. Ouais. Puis tu sais, des fois, il y a des anecdotes qui se transposent. Tu sais, mettons, au Capitole de Québec, j'étais arrivé avec j'ai comme un running gag, là, les bottes à talons hauts, genre sur Instagram. Là, c'est comme des grandes bottes, genre ça, de haute, là. Okay. Je les avais mis à m'amener au grand costumier, puis c'est la story qui a pogné le plus, genre, mais je comprends pas pourquoi. Tu sais, des fois, tu peux pas expliquer pourquoi ça pogne autant quelque chose. Puis, un gars de pied 4 qui met des bottes de un autre pied de plus. Des bottes de je faisais kiss. 8 pieds kek, là. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est débile pour vrai de vrai. Mais genre, j'ai mis ces bottes-là, puis genre, je marchais vers la caméra, puis j'ai genre dit, je suis le grand monsieur sexy. Genre, c'est tout ce que j'ai dit, là. C'est ça, dans le fond. Mais tu sais, c'est des petits talons qui ont pas de bon sens, là. Bref. J'ai mis ça, mais genre la story a eu au-dessus genre 2000 partages, genre le monde, on virait fou avec ces bottes-là. Tout le monde me parlait du grand monsieur sexy, là. J'étais comme, mais voyons donc. Puis là, j'ai reçu un DM de comme quelqu'un qui me dit pas game de les mettre au Capitole. Puis moi, dans la vie, tu me dis pas game, genre c'est dangereux des pas game avec moi. Fait que finalement, j'ai dit, ah ouais. Fait que finalement, tu sais, au Capitole, après l'entracte, j'étais arrivé avec les bottes, genre, mais tu sais, tout croche, j'ai failli tomber, il fait me casser la gueule. Il doit y avoir du monde qui avait jamais entendu parler de ces bottes-là. Ah, oui, exactement. Puis genre, je l'ai accusé avant de monter sur scène, tu sais. J'étais comme, parce que j'aime ça me présenter moi-même sur scène. Ouais. Tu sais, avec mon micro en coulisses. En tout cas, c'est un petit plaisir coupable. On accueille Mathieu Oui, c'est Dufour. ça, je fais tout à ça. Puis là, j'ai dit au monde, j'ai dit, en tout cas, pour tous ceux qui savent pas c'est quoi l'anecdote des bottes du grand monsieur sexy, vous allez vivre un petit grand moment de malaise dans 3, 2, 1, c'est parti. J'étais arrivé avec les bottes, mais tu sais, je veux dire, j'ai fait un comme de 15-20 minutes avec ces bottes-là à parler de tout ça. Puis c'était super drôle. Puis c'est ça qui crée un moment unique, en fait, tu sais, que je vais pas refaire nécessairement. Ça a fini comme raide, toi. Je m'attendais Oui, j'ai fait arrêter ça. Mais là, Point. c'est drôle parce que les bottes, finalement, je les ai comme remis après, je les ai cassées, ils étaient vieilles. Genre, Mais ils étaient vraiment t'es vieilles. acheté au moment que t'as fait cette série-là? Non, en fait, c'est le grand costumier qui est comme comme il loue des costumes pour genre des séries américaines. Genre, en tout cas, je connais bien la directrice générale. Puis bref, je vais tout le temps m'amuser dans le grand costumier. Elle me permet d'aller genre virer fou. Puis j'étais un enfant, fait que je capote. Puis elle me les a passées dans le fond. Mais les bottes étaient vraiment vieilles. Fait qu'ils ont brisé. Genre, ils ont tout déconcrissé. Fait que là, j'ai mis ça sur Instagram, genre RIP, les bottes du grand monsieur sexy. Tout le monde capotait, mais là, juste pour rire, m'en ont acheté une paire. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, elle est dans le poste là, en ce moment, ça s'en vient. Ça s'en vient. Hey, on a hâte aux prochaines stories. Là. Oui, on restait à l'affût. Le grand monsieur sexy. Le grand monsieur sexy. Mais tu sais, en tout cas, le monde m'appelle de même. Je suis comme, oh mon Dieu, genre, on dirait que c'est comme un enfant, tu sais, il entend une joke, puis tu veux pas qu'il le répète, là, puis là, genre, en public, c'est le grand monsieur sexy. Il y a un enfant qui m'a dit ça l'autre jour au centre d'achat. Genre, Sa mère à te regarder, what the fuck? J'étais là, non. Non. C'est pas supposé être pour toi, ça. J'ai pas signé pour ça.
Mettons que le monde qui écoute le podcast, ils veulent plus de toi. Là. Oui. Étant donné que t'as pas de tournée, étant donné que t'as plus de shows qui sont pas sold out, étant donné que qu'est-ce qu'ils font? Pour vrai, ils vont voir mon Instagram. C'est vraiment ça. Le Instagram, c'est là qu'ils peuvent me comme consommer au quotidien. Puis c'est là que toutes les. Mais pour vrai, c'est comme. Ils peuvent me consommer. Consommer. Me consommer au quotidien. Ouais, mais c'est vraiment sur Instagram, pour vrai. C'est là que tout part. Les anecdotes partent de là. Je veux dire, je mets du contenu là-dessus. C'est là que je suis comme le plus actif. Puis c'est là que tout découle, en fait. J'annonce mes shows sur Instagram. C'est grâce à Instagram que mes shows sont sold out tout le temps. Ouais. Puis là, c'est ça qui est drôle. J'ai une nouveauté aussi, c'est que j'ai une colombe comme animal de compagnie. Okay. J'ai acheté sur Kijiji quand j'étais complètement pompette à 4h du matin, il y a 5 ans. Puis, le 5 ans? Oui, le 5 ans. Comment ça vit 20 ans, une colombe en plus. Elle s'appelle Ruby. Puis, elle s'appelait-tu Ruby quand tu l'as acheté? Non, elle était bébé. J'ai eu fraîche. Okay. Fait que j'ai donné son nom. Puis dans le fond, j'avais fait un Instagram à Ruby un peu pour la joke, tu sais, qu'une colombe, il y a un Instagram, je pense, ça me faisait rire. Puis là, finalement, mais c'est rendu que je m'occupe du compte. Elle est rendue à 16 000 abonnés, ça n'a pas rapport. Puis je me sers. 4 fois plus que moi, mettons. Je me sers du compte de Ruby pour annoncer des trucs en primeur. OK. Fait que c'est comme genre mon infolette ou mon fan club plus, dans le fond. Puis, c'est ta fanpage. Là. Ouais. Fait que dans le fond, les 4 shows que j'ai sold out en genre 4 heures en avril, ça a été annoncé sur le compte de Ruby. Ça n'a pas été annoncé ailleurs, dans le fond. C'est donc ben drôle. Fait que dans le fond, les gens qui sont fans plus, ben, s'abonnent au compte de Ruby. Fait qu'il y a des primeurs là-dessus. Puis aussi des petites vidéos cute de Ruby. C'est quand même cute, une colombe, genre. C'est drôle. C'est une bonne idée. Elle est blanche, c'est blanc, colombe? Oui. C'est gros comment? Ça, de gros environ. Te laisses-tu voler dans l'appart ou elle est libre? Ben, elle est en cage. Elle est en cage, mais je la libère quand on est là, dans le fond. Puis elle vole-tu? Oui, elle vole. Okay. Elle vole. Puis c'est drôle parce que quand elle atterrit, elle fait un bruit de sorcière. C'est fucking épeurant. Je pense que je peux vous le faire entendre. Ça serait drôle, OK? Je pense vraiment que je peux vous le faire entendre. Vas-y. À chaque fois qu'elle atterrit, elle fait ce bruit-là. C'est genre Satan, là. OK. Ça s'en vient. Je pense qu'on va vivre un bon moment. Alors... Tu le mettras dans le mic. Oui, je vais le mettre dans le mic. C'est une vieille rapace? Oui. Je pense que c'est ça. Oui. Oui. What the fuck? Check. Elle est possédée par le Ça, diable. c'est quand elle atterrit? Ouais, quand elle atterrit. Première fois qu'elle m'a fait ça, j'ai failli chier à terre. J'étais de même. Il y a une sorcière dans mon appart. Ça commence comme un bruit de frein, puis ça finit dans la vieille sorcière. Là. Mais vraiment, mais ça surprend. Puis genre, elle est vraiment bien domptée. Là. Je l'ai apportée parce que c'est drôle. Elle est allée au show de... Je suis collaborateur pour le show de Julie Snyder avec. Ouais. Puis dans la répète, l'après-midi, moi puis Julie, on parle, blablabla. Puis là, Julie, elle apprend que j'ai une colombe. Elle est comme, tu l'apportes à soir. Je la veux sur mon show, apporte-la. Là, je suis de même, OK, parfait. J'apporte Ruby. Puis là, pendant la pause publicitaire, genre, Ruby, elle a chié sur Julie Snyder. Ça, c'était comme, une très bonne anecdote. Mais après ça, moi puis Marilyn Jonca, on faisait des jeux dans les loges. Puis admettons que c'est quand même grand, les loges au show de Julie, là. Puis admettons, à comme 20 mètres, si Ruby est loin, puis genre, j'ai dit, viens ici, elle me reconnaît, elle est domptée, là. Ouais. Elle s'en vient. C'est intelligent, des animaux. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Beaucoup de non, j'allais dire quelque chose de vegan. C'est quoi? J'allais dire quelque chose qui allait peut-être choquer les autres. Non, vas-y, j'adore. Il n'y a pas beaucoup de différence entre Ruby et un poulet. En fait, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Ouais. Puis fait qu'on mange Ruby, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas là qu'on allait. On fait des ailes, non, Ruby, il y a 4 ailes, il y a 2 pylônes. Il n'y a aucune différence. Mon amie Chloé, que je salue d'ailleurs, qui a une noix de compagnie. C'est débile, là. Je veux dire, une noix de compagnie, genre j'en veux 15, là. Ouais. Eh oui. Moi, j'ai des noix, mais j'ai pas de doigts. OK. Parfait, alors on passe ça sous silence aussi. Est-ce que c'est quoi qui t'attire à part la scène? Tu vas-tu faire d'autres affaires dans ta vie ou tu vas faire de la scène? Ah, je vais tout faire. Je vais avoir un talk show à la télé, je vais faire de la radio. Tu vas-tu jouer? Tu vas être acteur? Je vais jouer, 100%. Oui. Je vais tout faire. J'ai comme pas un... Tu sais, je vais tout faire. Puis à moyen... Mettons, t'as-tu des affaires qui se jasent ou pas vraiment? Non, c'est ça, c'est vraiment choquant. Puis ça, c'est une affaire qui m'énerve vraiment, mais je peux pas parler, mais il y a vraiment des projets fucking nice qui s'en viennent. C'est full excitant. Si on te suit et qu'on suit ta colombe sur vous devriez voir passer ça à m'amener. Mais ouais, c'est vraiment cool pour vrai. Il y a un documentaire qui se tourne en ce moment, genre sur comme toute l'ascension vers Wilfrid Pelletier. Ah ouais. Genre, pis c'est cool, là, c'est sur une belle plateforme puis tout, puis par une bonne équipe. Mais je peux rien dire, mais c'est full excitant. Mettons qu'on guessait de nouveau, qu'on disait... dans ce coin-là, ça se pourrait qu'on se trompe pas, mettons. T'es pas obligé de répondre à ça. Ouais, je réponds pas. Yes, hey, merci infiniment. Mais merci tellement de m'avoir reçu. Pour vrai, c'était vraiment fucking intéressant. J'ai adoré ça. Extrêmement une belle rencontre. Grand plaisir. Merci d'être venu. Yes.